Parfait, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Vincent. Salut Frédéric. Tout va bien? Ah bah très bien, parfait. Prêt? Chaud? Chaud Oh parce bah que oula, oula. on n'a rien Ouvert. à dire ce soir. On n'a Oh rien à dire. bah Il y a aucune rien. actualité. Ça va pas. Alors bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur la ligne de la santé. Ce soir, on va effectivement encore parler du Covid, mais d'une certaine façon. Avec un petit peu plus de transparence, parce que avec Dr Reliquet, je pense que la transparence, c'est son dada. Et on va bien expliquer, enfin, Dr Reliquet va d'abord bien expliquer de quoi il s'agit. Et bon, évidemment, il y aura des solutions, on va répondre à un certain nombre de vos questions. Évidemment, alors comme vous êtes extrêmement nombreux ce soir, pardonnez-nous si on ne peut pas poser toutes les questions, mais on va essayer de brosser ça pendant cette heure et demie la totalité des sujets et des problématiques qui vont être évoqués. Donc, ça devrait vous concerner. Alors, ça va du Mexique, ça va d'Israël, de Québec, de partout. Donc, vraiment, bienvenue à tous. C'est top. Alors, on vous rappelle qu'il vaut mieux être en connexion filaire, hein, comme d'habitude, plutôt qu'en connexion Wi-Fi pour ne pas avoir de problème de bande passante, parce que effectivement, comme tout le monde a priori est confiné, eh bien a priori, il y a beaucoup de monde sur Internet, donc la bande passante est quand même très utilisée. Et donc voilà, pour être un meilleur débit. Après, sur Google Chrome, hein, soyez sur Google Chrome, je regarde les questions si par hasard il y a des problèmes techniques qui se présentent. Mettez-vous sur Google Chrome parce que Webinar Jam fonctionne, est une entité de Chrome, donc ça marche beaucoup mieux là-dessus. Laurence de Boston, et on voit des habitués, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Donc, ce soir, on va parler du Covid, ce soir, on va parler de vérité, on va parler de transparence, avec une personne très bien informée, et euh, comme ce ne sera pas forcément comme à l'accoutumée, il y aura une présentation d'images pour pouvoir illustrer les propos. C'est assez important que vous ayez ces illustrations. Donc, on passera des slides évidemment dessus, et ça va être assez intéressant. Ne vous inquiétez pas. Ça va être passionnant. Voilà, j'attendais un tout petit peu que tout le monde se connecte. Je remplissais un petit peu, je faisais commentateur de Formule 1 en attendant que tout le monde puisse se connecter. Il y a toujours un décalage. Chauffeur de salle, c'est un métier. Chauffeur, c'est ça, c'est un métier. Ouais, merci Laurence, plaisir partagé. Alors, docteur Reliquet, Vincent, qu'est-ce qui t'amène sous ces audiences? Bah, écoutez, Qu'est-ce qui a fait que tu es là ce soir et quel est ton parcours? écoute, je suis là parce que vous m'avez invité déjà, donc c'est Ouais. déjà une bonne raison d'être présent. Je salue tout le monde. Je vous remercie de vous intéresser à notre opinion, mon avis et l'avis l'association que je porte ici. Et, je suis médecin généraliste, j'ai pas de compétences particulières, je suis simplement extrêmement intéressé par l'efficience et la qualité des produits de santé qu'on peut soit préconiser à nos patients, soit accepter pour soi-même. C'est quand même aussi, je suis voilà, un être humain, de temps en temps je suis malade. Est-ce que j'ai les bons réflexes quand j'utilise un certain nombre de médicaments ou de techniques médicales? Est-ce que je fais tout à l'envers? Est-ce que certains produits sont totalement inutiles et dangereux? C'est le principe de l'Association internationale de médecine scientifique indépendante et bienveillante qui a été fondée en 2016 avec des gens importants, des gens connus, des gens qui comptent dans le milieu de la santé et de la science. Et on a ouvert en 2016 essentiellement autour d'un monsieur qui est formidable, qui est le docteur Michel Delorgeril, un chercheur CNRS qui nous aide et qui justement nous a aidés à fédérer énormément de compétences de toute origine. Et ça a créé, cet MCIB en 4 ans, un espèce de cocon, de fécondité, d'idées, de nouveautés. Et ça donne, évidemment, à l'MCIB, ça donne des articles, ça donne des conférences qui sont souvent assez regardées. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, on reçoit tellement d'informations qu'avec avec un article publié par semaine, on laisse fuiter énormément de choses importantes, intéressantes, qu'on ne peut pas rajouter. Donc, le jour où on m'a proposé de faire un webinaire sur le Covid, je me suis dit que les gens étaient quand même vachement Gonflé. courageux pour encore s'en reprendre sur le Covid. Mais il y a tellement de choses que les gens ne savent pas et que vous n'entendrez jamais, ni à la radio, ni à la télé, ni dans les journaux. Pourquoi? Parce que tous ces journalistes ont des patrons. Et ces patrons ont des patrons. Les patrons des patrons, c'est les publicitaires, c'est les firmes. Donc, si ça déplaît aux firmes, ça ne sera pas dans les
conférence de rédaction. Par contre, sur le web, on peut. Mmh. Alors, on peut jusqu'à la décence, on peut jusqu'à l'autorisation de ce que la loi nous autorise, mais vous allez voir qu'on va pouvoir en dire beaucoup pendant 1 heure et demie. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à apprendre. Est-ce à dire que tu as des conflits d'intérêts particuliers? Parce que tu parles de transparence, mais est-ce que tu as des conflits d'intérêts toi-même, justement? Alors, en mon âme et conscience, je jure sur l'honneur, ce que j'aimerais bien entendre de la part des confrères qu'on voit sur les plateaux de télé, personnellement, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt avec personne, avec aucun laboratoire pharmaceutique, c'est très clair. Ouais. Donc toi, tu n'es lié à personne, donc tu as une volonté de transparence absolue, et tu dis, mais on va pas rester dans la polémique trop longtemps non plus. Tu dis que ceux qui interviennent pour la plupart sur les plateaux de télé est-ce que les experts auprès de Macron ou auprès des instances comme l'OMS ont des conflits d'intérêts aussi? Est-ce qu'il y a des neutres? Mais tu vas voir que c'est le problème crucial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne cherche pas à avoir une opinion indépendante, bah on a une opinion dépendante. Dépendante de qui? Du gars qui fait le chèque au médecin à la fin de la journée. Voilà. Alors après, on va avoir des trucs mais absolument hallucinants. Mais on va y venir un peu plus tard. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Si on fait de la science indépendante, on avance. Si on fait de la science dépendante, on va dans le sens du sponsor. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Oui. Mais alors, tu es d'accord qu'à un certain moment, il faut bien financer tout ça? Tu es là? Bien sûr, il faut financer. Il n'est pas question d'être une oie blanche et de considérer que on peut vivre sans argent. On a besoin d'argent. Mais encore une fois, pourquoi la santé publique est déléguée à des intérêts privés? C'est stupide. L'intérêt privé, il est dans son intérêt de gagner de l'argent. C'est pas que les gens aillent mieux. C'est que les fonds de pension, que les actions montent, que les golden parachutes tombent encore plus fort au moment des départs du PDG. C'est ça qui compte. Bon, c'est pas du tout l'intérêt du lambda qui est confiné depuis déjà 15 jours. Alors, je crois que je vais repartir faire mon puzzle parce que j'ai peur de ce soir ce qu'on va avoir comme révélation. Je vais repartir. Donc ce soir, ça s'annonce chaud quand même tes révélations. Ça s'annonce pas chaud, ça s'annonce objectif. La transparence. Mais voilà, soyons objectifs. Alors pour ceux qui n'ont pas de son et pas d'image, essayez de vous reconnecter sur le lien qui a été envoyé. Comme je vous disais, il y a beaucoup de monde, donc il est possible que vous ayez des petits problèmes de connexion au départ et mettez-vous bien sur Google Chrome, n'hésitez pas. Alors, ceci étant, tu es médecin généraliste, Oui. J'imagine que tu fais pas ce webinaire pour collecter des nouveaux patients. Non. Je veux dire ici, si quelques personnes me trouvent sympathique au bout d'une heure, je vous demande, s'il vous plaît, de bien comprendre que j'ai déjà du travail et que je ne suis pas là pour vous demander de venir consulter chez moi. Je n'ai pas de place. Voilà. Je fais un tout petit peu de médecine générale, mais j'en fais plus tellement. Donc voilà, je serai bien. On aura du mal à vous caser et on aura du mal à vous accueillir correctement. Surtout les gens qui viennent de loin, c'est arrivé déjà. Les gens qui arrivent et qui veulent rester 1 heure avec moi, c'est pas possible. Voilà, c'est dit. Pas de conflit d'intérêt. Voilà. Transparence et pas de collecte pas particulière. C'est pas de la prospection. J'annonce aussi, Frédéric, puisque Santé Corps Esprit m'a proposé de me rétribuer pour ce webinaire. Je ne touche pas non plus d'argent de Santé Corps Esprit. L'argent que Santé Corps Esprit a voulu me donner en honoraire est versé à l'association à l'EMSIB. Donc voilà, moi je ne viens pas chercher de médecins, de patients et je ne viens pas chercher d'argent, c'est clair. Alors, magnifique, merci pour cette transparence, c'est vachement important. Cette association est importante parce on connaît le combat d'origine de Michel Delorgeril, c'était de mettre en évidence les problématiques avec les statines. J'imagine que l'actualité doit être chaude aussi pour l'association, mais pas que pour les statines, pour d'autres combats que peut-être on aura l'occasion d'évoquer, pas forcément ce soir, mais sur d'autres rendez-vous. Mais la médecine, c'est circulaire. C'est-à-dire que si tu prends un bout, tu retombes sur la même chose tout le temps. Tu peux partir de Covid, tu vas tomber sur les statines. Tu peux partir de Covid, tu vas tomber sur les vaccins. La médecine, c'est circulaire. Un problème de santé, il est constant, quel que soit le sujet.
On va dans le vif du sujet, justement, hein, si tu veux bien. D'accord. Déjà, je pense que c'est assez important pour pouvoir camper le décor de comprendre ce qu'est ce virus, comment il est constitué, éventuellement d'où il vient, mais déjà comment il est constitué. Important, t'as raison. Alors, il ne faut pas prendre la tête aux gens avec des considérations de virologie que personne ne va comprendre. Il faut comprendre une chose. Coronavirus, c'est une famille de 400 au moins virus qui infectent tous les animaux, mammifères, pas mammifères, oiseaux, pangolins, serpents, primates, chiens, chats, humains. Bon, et on a du coronavirus toute la vie, tout le temps. C'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Le coronavirus est généralement un virus qui est assez bien toléré par l'être humain. Bon. Maintenant, on a eu 2 alertes sur l'époque récente. On a eu, en 2003, on a eu SRAS, à partir de la Chine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. SRAS, tout le monde en a parlé. Beaucoup de monde l'a oublié entre-temps. Ça a concerné 37 pays, mais ça n'a fait que 800 morts. Ça n'a pas du tout été un truc abominable. En 2013, on a vu arriver une nouvelle résurgence d'un autre coronavirus qui s'appelait MERS, Middle East Respiratory Syndrome, et qui a touché essentiellement le Moyen-Orient, qui avait une contamination interhumaine assez faible, ce qui fait que personne n'en a vraiment beaucoup parlé en Europe, puisque pour être malade, tu vas comprendre que ça n'a pas tellement intéressé grand monde au nord de la Loire, il fallait se faire postillonner dans les narines par un chameau. Bon, d'accord, c'est pas évident. Bon, alors, donc voilà. Ça a donc concerné, c'était quand même assez mortel, on pense qu'il y a eu à peu près 900 morts, et on n'est pas certain que MERS soit complètement éteint. Donc voilà. Mais MERS, voilà. Alors donc CoV-2. Bon, SARS-CoV-2, c'est le nom du virus. Il faut bien comprendre. SARS-CoV-2, c'est le nom du virus. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est SARS? Alors SARS, c'est syndrome respiratoire aigu sévère. Ouais. En français. Hein, d'accord. Bon. Alors, SARS-CoV, c'était le SARS de 2003, éteint. SARS éteint, sauf dans les laboratoires de virologie, où il y en a encore des souches, voilà. Bon. Et SARS-CoV-2, c'est l'apparition d'un nouveau bêta-coronavirus infectant pour l'homme qu'on a découvert en 2019, donc il s'appelle SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, la maladie s'appelle Covid-19. Coronavirus Infectious Disease 2019. OK ? Alors, qu'est-ce qui le différencie? Pourquoi, tu vois, il y a la question de Yvonne, justement, qui pourquoi il y a autant de morts? Alors, qu'est-ce qui le différencie? On parle de beaucoup de contagiosité. Pourquoi, tout d'un coup, il faut panique à bord? Justifié, hein, justifié. N'allons pas trop vite. Il faut bien comprendre un truc. D'abord, il faut savoir ce que c'est que ce truc. Alors, il y a déjà eu un séquençage de SARS-CoV-2 en Chine, au moment de l'apparition des premiers cas. On va en parler dans quelques minutes, mais bon, grosso modo, il y a une identité, une concordance avec 2 virus de chauve-souris sur 88% du génome. Donc, on est à peu près, on pense, à peu près sûr, que c'est un virus issu des chauves-souris. Mais encore une fois, il y a d'autres études qui disent que ça peut venir du serpent. Il ne faut pas oublier, nous Français, on s'en fout. Ou Toronto, Israël, on s'en fout d'où ça vient sur le plan de l'animal. Mais c'est important sur le plan scientifique ou virologique. D'accord ? Bon, alors, si on peut voir la première slide, je voudrais simplement présenter un travail que j'avais personnellement réalisé le 8 mars. C'est très loin hein, pour le Covid. Hein. C'est déjà un tout petit peu has-been. Mais ce qu'on avait écrit avec une virologue de l'EMSIB reste encore, à mon avis, assez juste. Hein. C'est-à-dire que on pense, très honnêtement, que l'origine de ce virus, c'est qu'il a été récupéré sur des chauves-souris sauvages. Il a été récupéré, ramené à Wuhan dans un laboratoire de virologie. Il faut savoir qu'à Wuhan, il y a 2 laboratoires de virologie. Il y en a un qui est ultra haute sécurité, qui est une co-réalisation franco-chinoise, que c'est donc un laboratoire qu'on connaît bien. Et puis, il y a un autre laboratoire qui est purement chinois. Notre opinion à l'EMSIB, c'est que donc ce virus est né de manière naturelle, a été récupéré dans le milieu naturel, il a voulu être examiné à Wuhan et il s'est barré d'un ou de 2 laboratoires
d'expérience de Wuhan. Bon. Comment un virus peut se barrer d'un labo hyper sécurisé? C'est pas dur, il n'y a qu'à prendre le web, vous verrez que même des laboratoires ultra haute sécurité type P4, les virus se barrent en permanence de Pékin, des États-Unis, de partout. Bon. Donc ça fuit tout le temps. Ce qu'on a quand même voulu montrer dans cet article, c'est que spécificité chinoise, les laborantins ne sont pas payés en Chine. Et que régulièrement, une fois que les analyses de laboratoire sont terminées sur les animaux de laboratoire, au lieu d'être euthanasiés et incinérés, certains laborantins sortent les animaux de laboratoire pour les faire circuler en boucherie. Ça paraît hallucinant, donc c'est évidemment de la viande contaminée, mais on a la certitude de cette histoire puisque Pékin a avoué avoir arrêté un certain nombre de laborantins qui vendaient de la viande de primates issue des laboratoires de virologie en fin d'expérience. Bon, mais il est en tôle. Bon, je ne sais même pas pourquoi il n'a pas été condamné à mort, mais bref, on sait que ça arrive. Donc, est-ce que ce virus est sorti par le hasard, par exemple parce que un laborantin a été mordu par une chauve-souris ou par un primate ou griffé, enfin bref, ou est-ce que c'est volontaire, quelqu'un a sorti un primate ou une chauve-souris pour le revendre à droite à gauche, voilà. Bon. En tout cas, on pense, nous à l'EMSID, que la thèse de l'énorme cagade humaine qui a fait que ce virus s'est retrouvé dans la nature, elle est fort probable. Voilà. Bien. Bon, alors, donc, il y a aussi d'autres thèses. Il y a la thèse italienne, bizarre. C'est-à-dire que, alors ça, vous voyez, c'est marrant, mais à 16h encore aujourd'hui, il y a un internaute qui écrit que, a priori, ils ont vu des trucs bizarres apparaître en Lombardie après une vaccination anti-méningocoque au mois de janvier. Ils ont trouvé plein de pneumopathies après la vaccination anti-méningo. Bon, alors, on avait déjà eu un doute sur une histoire un peu identique à fin 2019. Bon, alors cette histoire italienne est bizarre. Est-ce qu'il y a eu du Covid avant Wuhan en Italie? Bon, c'est pas très clair. Alors par contre, tu veux qu'on parle d'une autre thèse? Ah ouais, moi avec plaisir, avec plaisir. Toutes les thèses sont les bienvenues, vas-y. Alors laquelle tu veux qu'on parle? De laquelle tu veux qu'on parle? La thèse américaine déjà? La thèse américaine. Alors écoutez, ça c'est la plus intéressante. C'est la plus intéressante parce qu'au départ, ça part de ça. Tu peux nous mettre la slide numéro 2, la suivante, s'il te plaît, Nathan, merci beaucoup. Ça part d'un tweet, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Hein, le monde entier tweet. Et un monsieur qui s'appelle Li Jianzhao, qui est en fait le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, a tweeté que c'était les Américains qui avaient lâché le virus du Covid, SARS-CoV-2, à Wuhan. Alors moi, quand j'ai lu ça au début, j'avais envie de rire, parce que bon, c'est quand même une défense un peu pitoyable. Bon. Et donc, vous voyez le tweet, et il écrit ça peut être l'armée US qui a amené le virus épidémique à Wuhan. Soyez transparents, rendez public vos données. Les États-Unis nous doivent bien ça. Bon, alors, effectivement, ça mérite d'être recherché, d'être creusé. Slide suivante, vous allez voir que c'est pas une slide qui sort de nulle part, puisque c'est une slide du ministère de l'Intérieur. Et effectivement, moi, j'ai appris qu'effectivement, il y a eu des Jeux mondiaux militaires à Wuhan à la fin de l'année 2019, en octobre, et qu'il y avait effectivement énormément de troupes de tous les pays du monde, dont évidemment, énormément de militaires américains. Et on apprend sur certains sites que 5 militaires ont consulté pour des maladies assez atypiques pendant qu'ils étaient à Wuhan. Donc c'est quand même étonnant. Alors du coup, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et quand on reprend un peu le fil, on peut passer à la slide suivante. Vous vous souvenez certainement que les Américains se sont plaints à un moment donné, au mois de septembre-octobre, d'une épidémie de pneumopathie qui aurait fait à l'époque, aux États-Unis, 1000 malades allégués et 18 morts. Alors, et ils ont dit que c'était les cigarettes électroniques. C'était quand même très étonnant. C'est vrai que ça a interloqué tout le monde parce que il n'y a pas eu de mort ailleurs qu'aux États-Unis par la cigarette électronique. Alors, ils ont allégué l'origine de ces morts au fait que
vapoteur, en fait, inhalait de l'huile de vitamine E et que c'était ça qui était toxique. Bon, alors ça paraît, oui, d'accord, mais pourquoi le reste du monde n'a pas eu ces huiles de vitamine E et c'est mort? Alors, s'il y a eu bien des gens malades par Covid au mois d'octobre 2019, à ce moment-là, il faudrait bien que le Covid il sorte de quelque part. Et ben, effectivement, voilà, slide suivante. On apprend aussi qu'au mois d'août, un des centres de recherche les plus secrets des États-Unis, Fort Detrick, a été fermé en extrême urgence parce qu'il y avait des problèmes de sécurité majeurs dans le bâtiment. Donc, si vous redéfilez l'histoire à l'envers, on revient à quoi? Il y aurait eu Fort Detrick qui laisse fuiter un truc en été. Quelques semaines plus tard, épidémie bizarre qu'on attribue aux vapoteurs, parce que évidemment, comme ça c'est plus simple. Et puis les troupes américaines qui sont à Fort Detrick comme ailleurs partent à Wuhan, infectent les gens du Wuhan, et l'hypothèse se tient. Alors elle se tient, mais il y a un gros hic dans cette histoire, c'est qu'en fait elle se tient pas. L'hypothèse américaine, elle coince sur une chose importante. C'est que si l'épidémie des vapoteurs est liée à Covid, pourquoi est-ce qu'elle s'arrête brutalement? Tout pendant 4 mois, entièrement, plus un seul cas de Covid aux États-Unis, et elle revient par New York, par Wuhan. Donc ça tient pas. On a bien vu que quand un Covid s'installe dans un foyer, la diffusion, elle est exponentielle, elle est partout. Donc cette brutale disparition des pneumopathies américaines pendant 4 mois ne plaide pas pour une origine américaine du Covid-19. Voilà. Bon, alors. Tu veux qu'on parle d'autre chose? Alors oui, dernière chose. Non, il y a une autre thèse. Oui, alors qui parle. Une autre chose qui a quand même bien alimenté les fantasmes, tu peux nous mettre la slide suivante, c'est Event 201. Event 201, comme par hasard, et ça c'est quand même très curieux, ça s'est passé le 18 octobre 2019 au centre John Hopkins de New York. Ils ont quand même fait un webinaire urgent sur savoir comment on allait pouvoir s'en tirer si jamais on a un jour une pandémie mondiale. Et ça aussi, c'était quand même bon. Alors a priori, c'était juste un concours de circonstances. Voilà. Mais Event 2001, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est quand même beaucoup de hasard. Mais bon, ce trou de 4 mois sans pneumopathie aux États-Unis, c'est pas explicable autrement que pour d'autres raisons. Et la thèse italienne de l'hypervaccination au pneumocoque, est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué aussi? C'est évoqué, mais encore une fois, c'est toujours pareil. Si on a beaucoup de correspondants dans un pays, ça va vite. Mais moi, à l'EMSIB, on n'a pas beaucoup de correspondants italiens, et c'est compliqué de faire de la recherche sur des sites italiens parce que c'est compliqué. Voilà. Alors c'est plus facile en anglais, c'est totalement impossible en mandarin. Donc pour l'instant, l'histoire italienne, elle est suivie par un certain nombre de scientifiques sérieux. Moi, je voudrais pas qu'on s'étende trop sur l'histoire italienne. Il y a d'autres thèses apparemment. Ouais, des thèses plus ou moins farfelues, non? D'Iwar. Extraterrestre, par exemple? Alors, écoute, moi, la thèse extraterrestre. Moi, à une époque, je m'occupais beaucoup d'eau de mer. Je faisais des confs sur l'eau de mer et donc je m'intéressais évidemment à l'origine de l'eau sur Terre. Bon. J'ai appris que le Big Bang, 6 milliards d'années, il n'y avait pas d'eau quand la Terre est née. Et la Terre s'est couverte d'eau 4 milliards d'années plus tard, donc il est arrivé de l'eau de l'espace. Bon. Alors si je dis que l'eau est arrivée de l'espace, qui a sous forme de glace évidemment, et qui a formé les océans, ça détend tout le monde. Mais si je dis l'eau est d'origine extraterrestre, tout le monde flippe. Mais pourtant, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. L'eau est d'origine extraterrestre. Il n'y a même pas de discussion. C'est-à-dire que c'est une certitude totale. Alors, en plus, l'origine des protéines. Les protéines, c'est pareil, a priori. Alors là, c'est pas moi qui le dis. C'est vraiment. Là, maintenant, il y a consensus. Les protéines viennent de l'espace. Donc, les protéines sont d'origine extraterrestre.
Donc, l'eau est extraterrestre. Les protéines sont extraterrestres. Pourquoi il n'y aurait pas des virus extraterrestres? Nathan, tu peux nous mettre la suite. Là, on est bien sur Chandra Vikrasaminge. Oui. D'accord. Alors lui, il est exobiologiste. Il faut savoir que ça existe, ce métier-là. Hein. Exobiologiste, c'est les racines de la vie et la vie à l'extérieur de la Terre. Donc c'est un métier. Enfin, évidemment, quand vous allez chercher votre pain le matin, et vous tombez pas sur un exobiologiste tous les jours. Bon. Donc ce gars-là, ce professeur de l'université de Cardiff, c'est sa vie. Et puis il tient dur comme fer sur son histoire de virus qui peut être transporté par des météorites. Donc ça m'a drôlement intéressé. Donc je suis allé chercher chez notre virologue habituel, Emma Kahn de l'EMCIB, et j'avais honte. Je me suis dit, si jamais je lui pose une question sur l'origine extraterrestre de Covid. Et en fait, elle m'a répondu d'une manière remarquablement gentille, en me disant, mais t'as raison de poser la question, parce qu'on se la pose tous. Je dis, quoi? Et ben, elle me dit, oui, bien sûr, on a des exobiologistes en France, par exemple Robert Pascal, que je connais pas, et Louis le sergent d'Andecourt, qui ont énormément planché sur le problème. Jusqu'à quelle taille de molécule un truc peut nous tomber de l'espace? Et là, en fait, la réponse, c'est que la quantité d'ultraviolet, alors évidemment pour les exobiologistes français, pas pour Vikramasinghe, la quantité d'ultraviolet qui est délivrée dans l'espace interdit toute survie d'une molécule plus lourde que 15C, c'est-à-dire 15 carbone. Donc un virus, c'est bien plus de milliers de carbone. Donc un virus ne peut pas venir de l'espace. Mais vous voyez, quand on y réfléchit, c'est important de comprendre pourquoi on peut dire que c'est pas le cas. Parce que c'était presque possible, mais sauf que c'est pas possible. Voilà, de toute manière, en l'état, nous sommes quand même confinés. Il faut effectivement, comme disent certaines personnes, est-ce qu'on saura un jour le fin mot de l'histoire? Mais au moins, ça permet d'élaguer certaines théories, peut-être Bien certaines, sûr, certaines mais névroses. on saura le fin mot de l'histoire, mais encore une fois, il faut pas fermer son esprit à des tests saugrenus, parce que si ça se trouve, la vérité, elle sera plus forte que la fiction. Et quand on saura ce qui s'est vraiment passé, on sera peut-être encore plus sidéré que de savoir que c'est un météorite qui sort de l'anneau du Centaure. Bon, en tout cas, c'est pas l'anneau du Centaure. Alors, il y a aussi une théorie que j'aimerais bien que tu nous exposes, c'est la théorie R0. Alors, C'est quoi? Que je Ah, comprenne. R0. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 1 milliard d'études. Voilà, c'est déjà sur l'écran. R0, ça essaye de positionner toutes les maladies qu'on connaît en fonction de deux facteurs. Est-ce que c'est très contagieux et est-ce que c'est très létal? Voilà. Alors, ce que vous voyez là, c'est le R0 qui a été publié dans à peu près toutes les grandes revues. New England, Lancet, etc., et qui est retenu par la France, etc. Vous voyez que en bas, vous avez le nombre de gens qui peuvent être éventuellement, en moyenne, contaminés par quelqu'un qui est malade de la maladie. Et en haut, je vous demande de faire attention. L'échelle est fausse. Vous voyez qu'on part à 0,1 et les cases sont à peu près toutes identiques, 0,1, 0,5, 1, 2, 3, et après on passe à 10, 20, 30, 40, 60%. Donc, c'est pour que tout tienne dans un graphe. D'accord? Donc, en fait, la grippe aviaire, elle est vachement plus haute que la grippe saisonnière. Voilà, donc faites attention à tout ça. Ça nous permet de voir à peu près comment on pourrait positionner les maladies les unes avec les autres. Vous voyez par exemple que la rougeole en bas à droite est assez contagieuse, même très contagieuse, c'est presque la plus contagieuse, mais elle a une mortalité qui est 0,7%. Donc, est-ce qu'il y a-t-il besoin de programmes astronomiquement possiblement toxiques, en tout cas peut-être même globalement inutiles, quand on a des mortalités pareilles? Bon, alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est parce qu'on vaccine qu'on a des mortalités pareilles. Il n'y a qu'à prendre des statistiques anciennes d'avant la vaccination, où on avait déjà ça. Bon, vous voyez, grippe aviaire, peste bubonique, c'était moins contagieux que la rougeole, mais par contre, la mortalité était catastrophique. Voilà. Alors, on va reparler de la variole tout à l'heure, mais vous voyez, la variole, c'était quand même assez contagieuse, mais pas super plus contagieuse que la varicelle, mais par contre, mortalité importante. Alors, pourquoi c'est intéressant de vous montrer le R0? Parce que je vous ai mis un espèce de grisé, enfin, je vous ai pas mis, puisque c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est là où on a envie de poser COVID-2, mais on ne sait pas le mettre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est contagieux à 1,5
patients par malade, ou peut-être 3, ou peut-être que quand on aura fait nos comptes dans quelques mois, on l'aura mis à 6, hein, personne ne le sait. Et puis la létalité, c'est toujours pareil, hein, on démarre à 0,1% et on monte jusqu'à 3, mais peut-être 3,5 dans certaines... et encore une fois, de quelle population on parle? Là, c'est dans la population générale. Bon, alors, donc, ça, faut le retenir, c'est intéressant, mais en fait, ça a une limite, le R0. Ça a une limite parce que c'est un modèle mathématique exponentiel, c'est-à-dire que ça monte en flèche comme ça. Mais dans la vraie vie, les gens, ils sont pas exponentiels. C'est-à-dire qu'on a tous un petit, sauf les grands voyageurs, mais on vit tous dans une routine permanente. C'est-à-dire que on va travailler, on rencontre les mêmes gens. On rentre chez soi, on rencontre les mêmes gens. On va peut-être faire un repas de famille, mais on va rencontrer toujours la famille. Et puis à la fin, on a fait le tour de tous les gens qu'on rencontre tout le temps. Donc à la fin, l'épidémie, elle tourne en boucle, parce qu'on ne voit plus de patients nouveaux. Donc la théorie du R0, elle dit que en fait, la contamination est infinie, mais c'est faux. C'est faux, sauf pour celui qui prend le RER. Évidemment, à tous les jours, il ne sait pas qui va rencontrer. D'accord ? C'est très clair. Alors, tu parles de létalité et tu parles de cible. Est-ce que effectivement les personnes âgées sont plus une cible particulière ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment une cible âgée? Alors, ça c'est important, effectivement, tu as raison de parler de ça. Moi, je voudrais qu'on passe à la slide suivante. Voilà. Ça, c'est une étude chinoise qui est passée dans le Lancet, qui est en anglais, évidemment, qui vous donne la quantité de malades retrouvés sur 44 672 patients en fonction des tranches d'âge de 10 ans en 10 ans. Donc de 0 à 9 ans jusqu'à plus de 80 ans. Vous voyez que chez les enfants, c'est anecdotique. 0 à 9 ans, 10 à 19 ans, dans la série chinoise. Encore une fois, on verra pas parce que, on survolera, mais l'Europe n'a pas tout à fait ces chiffres-là. Mais vous voyez que grosso modo, jusqu'à 30 ans, il se passe rien. 40 ans, il se passe pas grand-chose. À 50 ans, ça commence à bouger. On passe de la mortalité pour 10 000, elle passe de 0,9 à 0,24 pour les 50-60 ans. Et puis, donc ça a triplé. Et puis ensuite, ça redouble. Et ensuite, ça redouble. Ce qui fait qu'on arrive, si vous regardez case fatality rate, c'est-à-dire pourcentage de décès, vous avez la mortalité qui passe à 50 ans de 1% à 3,6, puis 8, puis pour les plus de 80 ans, 14%, 15%. Donc là, on commence à comprendre ce qu'on voit en Europe. Dernière chose, sexe male-female, il y a un sexe ratio, donc une différence de mortalité chez les Chinois que l'on ne retrouve pas aussi prononcée en Europe. Mais on sait globalement pourquoi. Les Chinois, les hommes, sont des gros fumeurs. Ils fument tout le temps. C'est un signe d'appartenance sociale supérieure. Si on est capable de brûler du tabac et de brûler quelque chose qui vaut cher, c'est qu'on est riche. Donc voilà. Donc, bon, on va pas faire 3 heures sur ce truc-là, mais voilà. C'est après 60 ans, c'est un vrai problème. Avant 60 ans, c'est globalement pas un problème. Alors après, est-ce qu'il y a des corrélations avec le mode de vie, par exemple l'alimentation? Alors, tu as tout à fait raison de dire ça. Alors maintenant, le bémol, je dis, quand on a pas 60 ans, il nous arrivera rien, évidemment, attention. Il y a les pathologies, ce qu'on appelle les comorbidités. Si je suis diabétique, super mal équilibré et que j'ai quand même 30 ans, il y a de grandes chances, si jamais j'attrape un SARS-CoV-2 et que je développe la maladie Covid-19, il y a de grandes chances que j'ai des complications. Il y a de grandes chances que j'ai des complications. Alors, on a vu ça très vite. Si je suis hypertendu, si j'ai de l'insuffisance cardiaque, si je fume beaucoup, ça c'est des facteurs de risque. Ou si j'ai une immunité abominable parce que je suis sous chimiothérapie, etc. C'est une évidence. Alors, si on peut passer à la slide suivante sur l'article, le deuxième article qu'on a sorti le 15 mars. Là, le 15 mars, on est allé chercher des choses intéressantes. Je n'ai pas dit que ce qu'on avait fait avant, c'était pas intéressant. Mais là, c'est vraiment très innovant. Donc, je vous le montre pour que vous ayez le visuel. Je vous voudrais le lire complètement. Allez le lire. On a pu démontrer des choses assez fondamentales. On a démontré déjà que certains aliments vous protègent ou pas.
Et cette partie qui a été traitée par Michel Delorgeril, je vous rappelle que c'est sa spécialité, c'est son travail depuis 20 ans, les lipides, les graisses. Donc il sait très bien de quoi il parle. Donc quand il dit pour résister à une infection, il faut manger gras en hiver, il n'est pas question d'aller à McDo. Il est question de se remplir l'estomac avec des graisses de bonne qualité qui vous aident à vous défendre contre le virus. On va pas y mettre 3 heures sur le régime méditerranéen modernisé, qui est le cheval de bataille de l'EMSIB et surtout de Michel Delorgeril, mais il faut comprendre qu'il y a des graisses, tant végétales qu'animales, qui sont extraordinaires. Je veux parler évidemment des poissons gras qui vous amènent des oméga 3 de très bonne qualité, de l'huile de colza qui vous amène des oméga 3 végétaux qui sont excellents, de l'acide oléique que vous trouvez dans l'huile d'olive et qui est absolument fondamental, et puis aussi des fruits à coque, etc. Donc ça, vous aurez tout ça dans l'article du 15 mai. On a avancé aussi sur des choses étonnantes, c'est-à-dire qu'on pense que certains médicaments sont clairement, probablement, augmentent le risque de faire un Covid sévère. Et alors, ça explique du coup pourquoi les hypertendus et les diabétiques, qui ont beaucoup de médicaments, sont peut-être plus atteints de formes sévères que les autres, parce qu'ils ont peut-être tous ces médicaments-là. Alors, il y a lesquels? On a très vite vu partout, donc maintenant, c'est plus un scoop, les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le Profénid, le Ketum, le Brufen, le Ponstil, l'Advil, etc., sont des produits anti-inflammatoires non stéroïdiens. On est sûr qu'ils sont toxiques. Mais il y a aussi, évidemment, probablement les corticoïdes quand ils sont pris trop tôt, parce qu'ils aideraient le virus à se défendre contre le système immunitaire. Alors, les choses qui sont quand même très étonnantes, c'est les médicaments antihypertenseurs de la classe des Artans et des IEC. Alors, retournez dans l'article, vous allez comprendre ce que c'est. Et pourquoi c'est des produits qui sont probablement en cause, parce que le virus entre en compétition avec ces médicaments. Tu peux expliquer ce que c'est un IEC? Alors, un IEC, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion, c'est un médicament qui fait baisser la tension. Bon. Mais pardonne-moi, des exemples de médicaments? Alors, oui, alors maintenant, aujourd'hui, c'est tout génériqué, mais on va dire, qu'est-ce qu'on va te donner Les bêta-bloquants Ah non, c'est pas les bêta-bloquants, c'est toute la classe du. Voilà, écoute, il m'en vient à zéro. Les Artans, c'est Valsartan, alors tiens, si un IEC, il y a le Renitec. Bon, là, j'ai plus ça en tête. Mais vous aurez la liste. Vous tapez Zartan ou IEC et vous avez toute la liste qui vous arrivera sur Internet. Et puis alors, puisqu'on a dit que les graisses étaient des nutriments qui vous protégeaient, eh bien évidemment que probablement que les médicaments qui font baisser vos graisses dans le sang, elles vous protègent pas du tout. Donc les médicaments anti-cholestérol, tu vois, on y revient, les statines, ouais. Elles sont probablement pas du tout une aide pour les gens qui sont malades. Alors là, on va peut-être pouvoir le voir. Non, on n'a pas mis la slide pour alléger un peu. On n'a pas mis la slide, mais si vous allez sur le site, vous allez voir que les gens qui ont non, ça c'est l'autre. Ouais. Les gens qui ont des taux de LDL dans les chaussettes, ils sont majoritairement représentés chez les gens qui sont en réa. Bon. Alors, est-ce que c'est une concomitance ou est-ce que c'est une corrélation? Est-ce que c'est l'infection qui fait baisser le LDL cholestérol ou est-ce que c'est plutôt le LDL cholestérol bas qui fait le lit d'une infection sévère? On n'en est pas là, mais on avance. Bon. Ça t'ennuie à ce stade-là? Quand même, c'est important qu'il y a cette notion est très très importante déjà sur l'alimentation. Ce serait porteur d'un bon conseil. Alors tu parles de poisson gras. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce qu'il faut se supplémenter en oméga 3 pour pouvoir? Alors, si tu en parles à Michel Delorgeril, il va te répondre qu'il ne faut jamais supplémenter de rien, parce que si tu manges correctement, tu as besoin de rien, tout est dans l'alimentation. Oui, mais on sait très bien que l'alimentation est pauvre, que on n'est pas forcément... Et c'est ma réponse, ce qui l'énerve à chaque fois. Je lui dis, écoute, je suis désolé, quand je vais à Auchan acheter une salade sous vide, il me dit que t'as qu'à pas acheter de salade sous vide. Ouais, bah, pas bon, d'accord. Alors, pour les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir manger bio, des produits exceptionnels tout le temps, bah oui, il y a des carences, c'est une évidence.
Alors, on va en lister quelques-unes tout à l'heure. Bon, mais évidemment que faire attention à son statut en acide gras, c'est-à-dire manger des bonnes graisses, les oméga 3 dont on a parlé. Mais vous savez, Michel, vous allez sur son site, michel.delorgeril.info, vous avez tous ses livres. Tous ces livres sur les oméga 3, tous ces livres sur la diète méditerranéenne, c'est facile, hein, et vous êtes livré très vite. Hein. Donc voilà. Donc grosso modo, c'est les oméga 3 et les bonnes huiles, surtout pensez à l'huile d'olive, qui est la base de beaucoup d'hormones et d'enzymes. Voilà. Alors, je ne veux pas qu'on mette 3 heures sur la bouffe, parce que sinon, à 4 heures du mat, on y est encore. Hein. Non, juste des oméga 3, mais pardonne-moi, parce que comme il y a des questions, des éléments comme le zinc, comme les vitamines B, alors la le vitamine zinc, D, la etc. vitamine D, tout ça, c'est pour les oméga 3. Oui, bien sûr. Les vitamines, on va y venir. D'accord. Les cofacteurs, donc les micronutriments, on parle du zinc, qui est un produit qui est effectivement, pareil, extraordinairement intéressant en ce moment. Hein. Évidemment, il y a des carences en zinc. Il faut savoir que pour le zinc, c'est facile, ça se dose. Et c'est remboursé par la Sécu. Donc, si on a un doute, on fait une zinguémie, une prise de sang, puis on vous répond votre niveau de zinc. Donc, c'est très simple pour le zinc. Tu m'avais parlé de la vitamine D, on en parlera un peu plus loin. D'accord ? Ça marche. Alors, dernière chose, et ça, il n'y a qu'un chercheur pour trouver un truc pareil. Montre-nous la slide suivante. Voilà. Ça, c'est un truc incroyable. C'est tiré d'une étude américaine du ministère des Armées, de l'US Army. Ils ont cherché à savoir si on vaccine son personnel militaire contre la grippe, est-ce que ça donne un surrisque pour fabriquer d'autres maladies une fois qu'on est vacciné contre la grippe? Est-ce que je suis clair? En gros, si on te vaccine contre la grippe, est-ce qu'on risque de choper autre chose? Voilà. Est-ce qu'on a un sur-risque d'attraper autre chose? Alors voilà. Alors je ne sais pas si c'est très lisible. On a en stabilité, les virus non influencés, le coronavirus, les bêta-pneumovirus, j'ai pas mes lunettes, et les non pathogènes, les non typables. Vous voyez que coronavirus, dans les vaccinés, il y a eu plus de 500 malades, et dans les non vaccinés, ils étaient 170. Et si on fait un old ratio, alors bref, des calculs statistiques pour savoir si la différence est significative, et le P est inférieur à 0,01, il y a un signal absolument gigantesque. Donc les militaires américains qui ont été vaccinés contre la grippe ont fait beaucoup plus de coronavirus que les militaires qui n'ont pas été vaccinés contre la grippe. Mais c'est pas tout. On voit que le P inférieur à 0,01, il est retrouvé dans les virus non influencés, il est retrouvé dans les bêta-pneumovirus, il est retrouvé dans les non typables. Donc, ça veut dire que le vaccin contre la grippe, en fait, il ouvre la porte à des infections virales autres. Et ça, vous voyez, ça va pas être dit sur TF1 tous les jours. Ah, ça c'est clair que non. Ça c'est clair. Non, mais c'est important. Alors, tous ceux qui ont été vaccinés contre la grippe ont un risque accru. C'est ce que tu es en train d'expliquer. Et puis alors, maintenant, on commence à comprendre pourquoi les personnes âgées ont énormément des complications phénoménales. Ils ont tout, eux. On leur donne des antihypertenseurs, on leur donne alors je ne vais pas parler de l'aspirine, mais l'aspirine est a priori dans les anti-inflammatoires, donc il faudrait aussi pas essayer de pas donner l'aspirine. Donc les vieux, ils ont été vaccinés contre la grippe, ils ont un IEC ou un Zartan, ils ont du Cardégique, ils ont machin, ils ont des statines aussi. Ils ont des statines, et voilà. Donc c'est le croisement des facteurs de risque comme ceci. Alors pour peu qu'il y ait un syndrome métabolique ou puis un diabète ou une hypertension, et hop, on est bon. Évidemment, ça remet à l'envers tout ce qu'on croit de la médecine. C'est-à-dire que quand on a une épidémie de coronavirus comme ça, chez les scientifiques indépendants, genre Michel Delorgeril, les réponses, elles sortent brutes de décoffrage. Évidemment que ce soit poli ou impoli pour les grandes, pour les académies de ci, de ça, non. Mais il s'en fout, Michel Delorgeril, il s'en fout. Bon, mais c'est la vérité. Alors par contre, on peut essayer de contre-argumenter, mais pour l'instant, zéro personne a essayé de contrer ces chiffres. C'est quand même les chiffres de l'armée américaine. Hein. C'est difficile à dire. Oui, non, c'est pas le club des ufologues. Voilà. on est chez les sérieux là. Hein. Ouais,
C'est gros. Est-ce que tu penses que ces chiffres sont valables aussi en Europe? Et est-ce qu'ils potentiellement pourraient être publiés, pardon, pas Ah, publiables. d'abord, ça, c'est publié. Ouais. Cette étude-là, elle est Non, mais complètement là, c'est publiée. américain, mais Oui. européen. Ah bah, Hmm. tu sais, il faut que les auteurs cherchent un éditeur. L'éditeur, il prend ou il prend pas. Parfois, il prend pas parce que le comité de lecture, en général, aux ordres de la firme, dit non, non, ça va nous emmerder pour vendre un vaccin. Alors non, voilà. Donc ça peut être refusé partout, hein. Donc je sais pas où ça a été publié. Allez sur le site, vous allez avoir en renvoi de bas de page, vous aurez la mention de l'article. Est-ce que, je sais pas si c'est le moment de te dire ça, puisque tu parles de vaccins, mais est-ce que tu crois que on est en plein sur le chemin de l'attente d'un laboratoire miraculeux qui va sortir un vaccin? Tu vas trop vite. Je vais trop vite. Non, non, mais je vois la cabale, c'est pour ça, je vois je Ah vois ouais. l'image. Allons-y tranquillement. Alors, soyons concrets maintenant enfin concrets. Les chiffres, on a bien compris les différentes théories, les différentes approches, le fonctionnement du virus, d'une certaine manière. Est-ce que les mesures qui sont prises actuellement sont les bonnes mesures? Est-ce que le masque, est-ce que le confinement, est-ce que les gestes barrières, tout ça sont des gestes est-ce que c'est logique? Alors parlons des masques. Vite, hein, parce que tout le monde sait qu'il n'y en a pas. Alors, donc ça sert à rien de parler des trucs qu'on n'a pas. Est-ce que tu sais quel est le record du monde de cracher de noyaux de cerise? Tu connais la Euh, longueur? je dirais 5 mètres. Ben, t'as pas beaucoup craché de noyaux. Alors en 2004, il faut savoir qu'il y a un gars qui a craché à 28 mètres 51. 28 mètres, un Voilà. crachet de noyau. Ça, pourquoi je vous dis ça? Parce Bah que oui, ça, je veux compris. illustrer la puissance de l'expiration d'un être humain. Mhm. Quand ça pousse super fort. Ça peut envoyer un noyau de cerise à 28 mètres. Bon. Il faut d'autres chiffres qui sont importants pour comprendre pourquoi le masque est une obligation majeure dans les maladies respiratoires. C'est que quand tu éternues, le déplacement d'air, c'est 45 mètres par seconde. 160 km/h quand tu éternues. Tu comprends bien que les grosses particules, les expectorations, pour parler médicalement, les molars, pour parler dégueulasse, ils partent à plus de 5 mètres. Bon. Et les particules fines, c'est-à-dire l'aérosol, lui va être envoyé jusqu'à à peu près 3 mètres. Et tu sais combien de temps ça reste dans l'air? Ça reste 30 minutes pour les particules les plus fines. Alors, pas à l'extérieur s'il y a du vent, je te parle en intérieur. Bon. Alors, première chose, si vous habitez dans un immeuble, arrêtez de prendre l'ascenseur. Vous ne savez pas, le gars qui passait 10 minutes avant vous, s'il a éternué, vous imaginez ce qu'il a laissé dans l'ascenseur. Hein, et vous ne le verrez pas. Donc, déjà, ça, c'est important. Le masque, c'est une obligation. C'est absolument stupide. Si on peut avoir la slide suivante. Voilà. Bon. Voilà. Bon, ben voilà. On en est là. Hein. Aujourd'hui, on nous dit que c'est une connerie, mais quand on en aura plein, c'est sûr qu'il faudra le mettre tout le temps. Il faudra le mettre tout le temps. Je voudrais qu'on voit la slide suivante, parce qu'il ne faut pas attendre que les masques arrivent de Chine. J'ai reçu un mail encore ce matin qui m'a dit que les masques, ils n'arriveraient pas avant le mois de juin. Bon. Donc voilà, je vous ai mis une slide qui vous dit comment on peut faire un masque estampillé CHU de Lille. Alors, c'est un masque qu'on appelle dispositif complémentaire, mais ça arrête quand même les particules de 3 microns. C'est quand même déjà pas mal. Je vous rappelle que vous n'aurez pas de masque avant, ou alors si vous braquez un monsieur bricolage, vous allez peut-être trouver encore des masques à poussière. Et ils sont FFP2 pour la plupart. Hein. Bon, mais voilà, il y en a presque plus. Bon. Donc, le masque, bientôt on y viendra. Personne ne pourra se balader sans masque. C'est une évidence. Ça protège tout le monde. Ça protège déjà le gars qui crache par terre, dégueulasse, et puis celui qui marche dedans, il n'y en aura plus. On ne peut plus cracher à travers un masque. Hein, voilà. Bon. Alors, attends, ça veut dire que on voit passer le modèle à Hong Kong, par exemple, à Hong Kong, où la vie est pratiquement normale, presque normale, et tout le monde est très civique et tout le monde a un masque. Ça voudrait dire que si potentiellement on mettait tout le monde avec des masques, on pourrait reprendre une activité, c'est ça? Ben, regarde en Corée du Sud, ils ne se sont jamais arrêtés, les gars.
Ouais. Bon, ils ont tous un masque, ils ont tous des gants, ils ont tous alors il y a des cabines à prélèvement à tous les coins de rue, ils sont traqués. Bon, alors c'est pas drôle, hein. Ouais. Ton téléphone, il te dit si jamais tu as un coronavirus dans le nez, il t'annonce que tu dois rester chez toi jusqu'à ce que tu l'aies plus. Et si tu sors, d'abord tout le monde autour de toi le sait parce que l'application de téléphone à téléphone, ça marche très bien. Mais après, tu as un flic qui arrive et puis qui te raccompagne dardard, pas forcément chez toi, hein. En Ouais. Corée du Sud, on rigole pas avec celui qui se fout du monde. Celui-là, bah, il est contagieux. Il n'a pas à sortir de chez lui. Il est contagieux. Voilà. Voilà. Bon. Donc, alors, masque. ah bah, masque est à mon avis la solution. Mais encore une fois, voilà, le masque, c'est le confinement extérieur. Personne ne peut contaminer personne si on ne se touche pas et si on garde son masque. Donc, on peut sortir. Alors, gants ou pas gants? Ah bah gants, forcément. Mais gants, encore une fois, c'est pas l'alpha et l'oméga, le gant. Ouais. Parce que si tu vas te gratter le nez après avoir touché les déjections d'un gars qui a postillonné sur ta table, bah voilà, c'est mort. Bon. Donc le gant, oui, il faut avoir l'habitude de ne pas se toucher le visage avant de se laver les mains. C'est pas compliqué. Voilà. Bon. On ne se touche pas le visage avant de se laver les mains. Voilà. Une fois qu'on s'est lavé les mains, il n'y a pas besoin de gel hydroalcoolique. Une fois qu'on s'est lavé les mains, propres. On peut se toucher le visage. Voilà. D'accord. Donc le gel hydroalcoolique n'est que en cas de. Bah, si tu es à l'extérieur dans ta voiture parce que tu as fait des courses, tu n'as plus de gants, etc., tu peux utiliser du gel. Puis si ça te fait plaisir. Mais si tu as coupé tes rosiers et puis que tu t'es entaillé les doigts, tu vas vite comprendre que le gel hydroalcoolique, c'est pas une solution, hein. Ouais. Parce que bah, ça brûle abominablement. Vaut mieux du savon de Marseille. Ouais. Donc, une espèce de confinement social, c'est ça, c'est-à-dire que la vie continue, mais on met les masques. Mais du monde entier, ça commence à percer cette histoire. Le confinement, c'est une folie. Les gens, ils deviennent fous confinés. Bon. Ils dépriment, il y a des suicides, ils se tapent dessus, ils picolent, ils emmerdent leurs enfants, les enfants emmerdent leurs parents, ça devient infernal. Tout le monde n'a pas 400 mètres carrés et un parc pour aller à la chasse aux daims, hein. Il y a des gens, ils ont rien. Bon. Donc ce confinement, voilà. Alors c'est évidemment, il y a une éducation à faire. Comment on met son masque, comment on enlève ses gants, comment on se lave les mains, voilà. On parle du confinement ? Allez, vas-y. Alors vite, parce que je vois que le temps tourne. Le confinement, je veux parler de deux choses. On a deux exemples de confinement. On a l'exemple qui nous a été rapporté par un Français à Wuhan. Il s'appelle le docteur Klein, il est responsable d'une clinique internationale. Il est resté pendant l'épidémie. Mais lui, il est sorti de l'épidémie en disant les gars, en France, vous n'avez vraiment rien compris. Donc déjà, vous faites n'importe quoi, parce que je vais vous expliquer comment on fait à Wuhan. À Wuhan, 3 cas. Tu as le Covid et tu es malade. Tu es hospitalisé. Ou tu es PCR positif, hein, et tu es malade, hospitalisé. Tu es PCR positif, tu es un petit peu malade, mais pas gravement, tu es confiné dans un stade. On te dégage de ta famille et on te fout dans un stade. Jusqu'à temps que, ou tu deviennes malade, tu vas à l'hôpital, ou tu guérisses, tu es PCR négatif, tu rentres chez toi. Bon. Du coup, la famille, elle est extraite du danger d'attraper le Covid, du gars malade. D'accord ? Bon. Alors évidemment, de quoi on parle ? C'est pas un enfant de 2 ans, 5 ans avec un père qui a 32 ans et la mère qui en a 28. Ces gens-là n'ont pas de danger majeur. Voilà. Mais par contre, le papy qui a 78 ans, la mamie qui a 82 ans, et puis il y a encore la sœur de machin qui vit, ils sont à 3 et il y en a un malade, mais si on les laisse ensemble, il y aura 3 malades graves, c'est évident. Enfin, il y a un risque phénoménal. Donc, ce confinement, en plus, où on ne trie pas les gens très malades des gens simplement qui vont pas trop mal, c'est vachement dangereux. Je voudrais juste qu'on voit la dernière slide, enfin la slide suivante. La slide suivante, s'il te plaît, Nathan. La slide suivante, c'est là. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est très curieux. Ça, c'est la variole en Inde de 1967 à 1975. Ça, il faut comprendre. À une époque où, alors là, on vous a décérébré, je suis désolé, mais il faut le dire, on vous a tous dit que la variole avait été vaincue par le vaccin, et je vous le prouve que c'est faux, parce que la variole était précisément en train d'échapper à la vaccination, parce qu'on ne pouvait pas vacciner partout tout le monde, donc on a changé de technique, on a continué à vacciner, mais on a dit, on va maintenant essayer de repérer les gens qui sont malades,
On les confine avec leur entourage. Personne ne sortira des confinements avant qu'ils soient tous morts ou qu'ils soient vivants. Alors, vous voyez, 70, il y a encore un tout petit peu de variole. 71, 72, ça remonte, c'est le début du confinement. Puis après, ça explose parce qu'ils s'auto-contaminent tous dans leur case. Mais à la fin, vous voyez, 74 et 75, à la fin, où ils sont tous morts, où ils sont tous vivants. Mais c'est fini en 76. Il y a eu un cas en mai 76 en Inde et c'était terminé la variole. Donc ça peut marcher, le confinement. Mais vous avez vu le coût humain pour un confinement mal fait. Il faut regarder dans le rétro. Ça, c'est des statistiques de Bernard Guembeau, un mathématicien qui travaille énormément à l'EMSIB et qui nous a beaucoup aidé sur toutes les maladies anciennes. Alors, on revient sur le Covid. Ouais. Les tests, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les tests. Il y a deux types de tests, si je ne m'abuse. Il y a le test virologique et le test sérologique. Donc virologique, c'est pour savoir, donc on met un bâton dans le nez pour savoir si il y a une pullulation virale dans le nez. Si on est infecté, ça c'est virologique. Et après, à terme, normalement, si tu me dis si je me trompe, si on a été touché, on peut éventuellement développer des anticorps. Donc, on aurait un test sérologique dans le sein qui nous dit vous êtes immunisé ou pas. Est-ce que c'est aussi catégorique que ça et est-ce que ça sera le cas? Ouais. Alors, pour l'instant, on n'a pas un recul phénoménal. On a déjà des tests, ils tournent. Oui, le PCR, c'est-à-dire le test nasal, il te dit si tu as du virus dans ton organisme. Ça ne te dit pas si tu es malade du virus, mais ça te dit que tu es possiblement contagieux. D'accord? C'est ça qu'on cherche quand on a. Si j'ai plein de symptômes et que j'ai un PCR positif, on va avoir envie de dire que tes symptômes sont liés au Covid. D'accord? Bon. Alors, les tests sérologiques, ils te renseignent sur autre chose. Le test sérologique, il te dit si tu as déclenché une réponse immunologique par rapport au coronavirus, et il te dit à peu près où t'en es. C'est-à-dire que si tu as certaines immunoglobulines qui apparaissent dans ton sang, on peut considérer que tu es sorti d'affaire. Mais attention, ça ne te dit pas que tu n'es plus infectant. Tu peux très bien avoir des tests sérologiques qui disent que tu t'es bien défendu et que tu es en train de guérir, mais tu continues à excréter du virus pendant une durée qui est encore aujourd'hui très mal connue. Oui, parce que ça va de 5 à 24 jours. Donc, c'est difficile. On peut utiliser les tests sérologiques, par exemple, pour dire à quelqu'un bon, toi, tu vas très bien, tu as des tests sérologiques positifs, tu pètes le feu, tu peux retourner bosser. Mais il est avec son masque, parce qu'on ne sait pas s'il est contaminant ou pas. Si on veut savoir s'il est contaminant ou pas, il va falloir aussi lui faire un PCR en même temps. On va lui chercher des traces de virus. S'il est plus contagieux, il a une PCR négative, puisqu'il n'a plus de virus. Il a les anticorps, mais il n'a plus de virus. Lui, il est clean. Je suis désolé, mais non, mais c'est important. C'est important parce que c'est aussi la clé d'un potentiel déconfinement, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment on peut mettre en place ce déconfinement. Alors, ça explique la faible mortalité en Allemagne. Beaucoup de tests. Mais beaucoup de tests. Un test, ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'on fait avec le test? Le test, qu'est-ce qu'il nous dit et qu'est-ce qu'on va faire avec? Bon, alors évidemment, plus on teste, plus on connaît le statut des gens. Pourquoi tu veux confiner quelqu'un qui est séropositif et puis qui a fait le Covid? Le gars, il faut qu'il aille bosser. Mais bon, voilà, on peut pas parce qu'on n'a pas de test. Alors, on n'a pas de test. Je voudrais que Nathan nous montre la slide suivante. Ça, c'est quand même énorme. Alors, après, rigolez pas trop, les Français, là. Hein. Ça, c'est Stéphane Résimon, un médecin de l'EMSIB, un gars extraordinaire, qui a attaqué la ministre de la Santé, qui dit qu'il va lui foutre un procès, parce que le 17 mars 2020, il y a un arrêté royal qui interdit l'utilisation de tests rapides du SARS-CoV-2 en Belgique. Mais on hallucine. Bon. Répète, qui interdit quoi? Regarde, c'est sur cette slide. Le Royaume de Belgique a interdit l'utilisation des tests SARS-CoV-2 le 17 mars 2020. Donc, Stéphane Résimon, il lui dit, je vais vous foutre un procès, c'est intolérable. Alors, pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est la slide suivante? Probablement, j'y arrive. Oui, voilà, c'est la slide suivante. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là, c'est celle d'après.
Voilà, c'est celle-là. Eh ben, en fait, chez nous, c'est pareil. Hein. C'est nous, le scandale, il est absolument identique. C'est-à-dire que nous on a un système qui surveille énormément notre bétail. Les poules, le bétail, les poules, les chevaux, les machins, les vaches. Bon. Et on est vachement à l'abri, à l'affût de savoir si notre cheptel de bestioles peut tomber malade ou pas. Donc on a des labos qui font des milliers de tests par jour. Et ben, en France, on a dit non, les vétos, on va pas vous utiliser. Mais Parce que c'est nous, pas un on est problème des êtres humains. c'est pas un problème de responsabilité et d'assurance, c'est-à-dire que s'il y a des faux positifs qui sont envoyés, Ouais. le laboratoire peut être mis incriminé en disant tu Non, m'as mais dit que attends. je l'avais pas ou que je l'avais. Donc voilà, Ouais. c'est un problème Et de légalité. je te rappelle que tu as entendu il y a 10 jours ton président de la République dire qu'on était en guerre Oui, ça et c'est vrai. qu'il nous fallait des tests et qu'il fallait qu'on se dépêche de savoir dans les EHPAD qui il fallait mettre avec qui, etc. Et là, tout d'un coup, on me dit qu'on peut faire 300 000 tests par semaine et on dit oh ben non, c'est des tests pour vaches, alors c'est pas bien. Il faut savoir que c'est pas des tests pour vaches, c'est des tests dont on peut modifier les réactifs pour utiliser sur coronavirus, Mm. SARS-CoV-2. Et voilà, on fait des tests, on voit si ça marche. Si ça marche pas, les vétos nous auront pas aidé. Mais eux, ils disent, mais si on vous aide, bien sûr qu'on vous aide. Mm. Donnez-nous du réactif, on va vous aider. Mais en France, non. Voilà. Donc voilà, un scandale incroyable. Mm. Ça fait, mais les vétos et les biologistes, ils sont vent debout depuis 15 jours déjà, en disant pourquoi vous nous appelez pas? On sait faire ça, des dépistages de, mais ils dépistent des milliers de vaches par semaine. Ben tout d'un coup, on arrête un peu les vaches et puis on fait les hommes. Ben voilà, hein, pas compliqué. Voilà. Non, je comprends. Je comprends très bien. Et je crois qu'il y a aussi des laboratoires de génie génétique qui se mettent à disposition et qui n'ont pas eu gain de cause non plus en Non, disant. alors bon, alors moi je félicite la société. Il y a une société bretonne qui est vachement en avance, formidable, c'est la société Biotech, et Mm. elle promet 120 000 tests en avril. Qu'est-ce qu'on va foutre avec 120 000 tests en Mm. France? On est, je ne sais combien de millions, 7, 8, bon. Pas 50, qu'est-ce que je raconte? On est 60 millions, 70 65 millions. millions. Ouais. Ouais, bon, alors donc c'est stupide. Bon. Ouais, il faudrait 25 ans pour Ben non, tester tout mais le monde. voilà. Bon, alors évidemment, ils disent on va monter en gamme. Ben, d'accord, mais en novembre 2020, on n'aura peut-être plus besoin de leur test. Hein. Mm. Bon. On a sauté un truc, deux slides, Frédéric. Dis-moi, Nathan, la slide numéro 15, c'est c'est une slide celle-là. importante. Voilà. Ça vous montre quand même quelque chose d'important. Ça, c'est un labo P4 avec un laborantin qui est protégé. Le gars, il est en scaphandre. Il est dans une atmosphère protégée. Il a une ligne de vie qui lui amène probablement le courant pour discuter avec son voisin, peut-être un peu de l'oxygène. Voilà ce que c'est qu'une tenue P4. Une Mm. tenue P4, c'est quand on a un virus face à soi qui est possiblement mortel, on s'habille comme ça pour les prendre en charge. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante? Mm. Voilà comment on envoie des infirmières qui n'ont plus de surblouse. Alors elles coupent des sacs poubelles. Bon, alors je veux bien que cette année on n'ait pas été prévoyant parce que la médecine en France et partout dans le monde est malmenée. Mais ça, on ne doit plus voir ça jamais dans les pays développés. Plus jamais ça. Plus jamais on peut envoyer une infirmière au contact d'un malade qui est atteint d'un truc P4 habillé en sac poubelle. C'est inimaginable. Donc ça, je voudrais que ce soit. Je ne comprends pas que l'on ne s'énerve pas quand on voit le nombre de soignants qui tombent malades. Parce Non qu'ils mais sont habillés avec des slips Oh non, mais c'est hallucinant. Voilà. alors, Premier coup de gueule. non, non, mais tu as raison, c'est d'autant plus important. Et les gens s'énervent. Enfin, il y a des confrères à toi qui s'énervent. Il y a même des avocats qui sont en train de de construire des procès contre Buzyn et contre. Enfin, a priori, ça s'est passé quand? Ça a commencé quand ce désœuvrement du corps médical? Ça a commencé à partir du moment où on a décidé qu'on allait faire des économies pour faire autre chose. Bon, moi, Ouais. je veux bien. Hein. Fermer des lits, c'est joli, fermer des lits. Il n'y a plus de lits quand on les a fermés. Ah bah tiens, on a besoin, on a eu un problème. Ah bah oui, mon gars, t'as fait passer un tractopelle sur ton hôpital. Alors, tu l'as plus. Hein. Alors après, c'est sûr, il faut appeler les militaires pour nous monter des casettes. Enfin bon, c'est pas possible. Quoi. Enfin, il faut reprendre.
puisque le président Macron nous a dit qu'on est en guerre et qu'on a compris certaines erreurs du passé, je n'en crois pas un mot, parce que dès que ça ira mieux, on passera à autre chose. Oui, c'est clair. Quand on voit une infirmière habillée en sac poubelle, non. Non, définitivement non. Vous savez ce qu'ils vont faire un jour, ces gens-là qui sont courageux? Ils vont dire quoi, ça recommence? J'ai encore que des sacs poubelles? Je suis en maladie. Je me casse. Bah oui, je me casse. Je vais encore ramener le Covid chez moi. Je l'ai déjà fait l'année dernière, j'ai rendu mon mari malade. C'est insupportable. On peut pas. Et puis alors nos personnes âgées, nos retraités qui gentiment sortent de la retraite pour aider, ils meurent. Le premier médecin qui est décédé, il était de la réserve, pauvre homme. Enfin, c'est vraiment parce qu'il était protégé, voilà, avec du sopalin. Enfin, ça va pas. Alors, est-ce qu'il y a, tu voulais parler de l'essai Discovery aussi, c'est quoi? Alors, l'essai Discovery. Bon, alors on va essayer d'avancer parce qu'on est bavard, hein, surtout moi, Frédéric. Je suis navré, j'espère que personne s'ennuie. Voilà. Discovery, c'est quoi? C'est un essai mondial. L'essai, on peut passer à la slide suivante. Ah, on remet le slide. Attends. La slide suivante, c'est la 19. Voilà. La slide suivante, c'est quoi? Alors, Discovery, en fait, c'est Solidarity. C'est un essai de l'OMS. L'OMS a dit bon bah on va en vitesse faire un essai pour voir ce qui peut marcher le mieux. Et c'est là où je vous dis que les firmes ont investi absolument tous les endroits de pouvoir. Ils ont aussi investi complètement l'OMS, puisque ils ont installé comme produit à tester un premier produit américain contre un deuxième produit américain, contre un troisième produit qui est un ensemble de médicaments américains, et en face ils ont mis chloroquine mal dosée. Bon, donc voilà. Et alors arrive ce Solidarity, ça arrive ensuite en France, ça s'appelle Discovery, ça aura été orchestré par l'INSERM français. Slide suivante, s'il te plaît. Et l'INSERM, qui a été très longtemps aux mains d'Yves Lévy, qui est un monsieur, comment dirais-je, qui était le mari d'Agnès Buzyn et qui a énormément travaillé sur les vaccins à l'INSERM avec des fonds de l'industrie pharmaceutique. Bon. Et alors quand ils ont installé Discovery, ils ont fait appel à qui? Ils ont fait appel, slide suivante, ils ont fait appel à quelqu'un qui est remarquablement doué, qui est le docteur professeur Yazdan Pana. Il a 1000 casquettes, hein. Il est directeur de l'institut de thématique immuno-infectio à l'INSERM. Il est membre du conseil scientifique du président Macron. Il est chef de service à Bichat en maladie infectieuse. Et puis surtout, il a été grassement rémunéré par les mêmes firmes qui ont recommandé à l'OMS les produits à tester. Bon, alors d'accord, mais ça nous intéresse moyen. Donc en fait, Gilead et AbbVie, les deux et Merck ont en fait demandé à l'OMS de répercuter dans chaque région ou continent l'essai, et puis l'INSERM m'a dit bah, nous, pas de problème, de toute façon, on est payé par les mêmes. Alors, on y va. Hein. Bon. Donc, l'essai Discovery, il a démarré comme ça. L'essai Discovery, si tu veux bien nous passer la slide suivante, je ne vais pas vous en mettre 3 tonnes sur l'essai Discovery, il faut juste que vous compreniez. Discovery, c'est 3200 patients dans 8 pays, et la France a la responsabilité de 800 patients à trouver. Il y a 5 bras. On va tester 5 hypothèses. On va essayer de voir si, déjà dans un premier bras, on va faire une réanimation traditionnelle. Évidemment, j'ai envie de vous dire que l'essai, il correspond à aucun aucune des normes scientifiques rigoureuses de l'essai. Il n'y a pas de tirage au sort, randomisé, double aveugle, rien de tout ça. Tout est ouvert. Même le patient, il sait ce qu'il prend. Alors, l'effet placebo, c'est facile. Hein. Le gars, il sait qu'il prend rien. Il a réanimation standard. Bah, il se désespère. Il dit, moi, j'ai rien, je vais mourir. Bon. Et celui à qui on dit, bah, toi, tu as un super produit américain à 800 € par jour. Oh putain, il dit, oh là là, ça va bien. Ah oui, mais l'effet placebo, il démarre comme ça. Bon, alors quand on fait un essai comme ça, si tu ne prends pas en compte ça, c'est abominable. Bon. Alors le problème de l'essai Discovery, on va y revenir sur les bras là.
Mais c'est qu'en plus, il prend un retard énorme. Parce que quand on propose l'essai Discovery aux gens, les gens ils disent quoi? Vous rigolez, moi, je veux pas du bras standard. Ils se sont renseignés, ils savent qu'il y a plein de bras ce qui marche pas. Ils disent non, 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 on veut pas ça. Nous on veut la Nivaquine du docteur Raoult, puis on veut de la vitamine C injectable. Donc, l'essai Discovery en France, il marche très mal parce que les gens signent pas pour être d'accord contre l'essai Discovery. Alors, rapidement, un bras standard, un bras Gilead, on se fout du nom du produit, un bras Gilead, un bras, attendez, il y a une erreur, c'est Advi pour Remdesivir. Il y a une erreur dans la slide. Il y a un bras Caletra interféron, donc là, il y a encore un produit Merck. Donc, alors, et puis un bras chloroquine. Donc on se dit, là-dedans, on va quand même bien tirer des trucs intéressants. Caletra, tu peux montrer ce que ça donne. C'est la slide suivante. Voilà. Caletra, 0. C'est que dalle. Ça ne marche absolument pas. Donc c'est l'opinavir ritonavir, le produit de chez AbbVie. C'est pas la peine. Ça a été testé en Corée du Sud. Ça ne marche super pas. Remdesivir, je vous ai pas mis les slides, mais c'est pareil, hein, ça a été testé par les Anglais, c'est une catastrophe. Bon, et puis alors vous allez me dire, c'est bien, il reste le bras Raoult. Ah non, parce que le bras Raoult, on a tout fait pour qu'il marche pas. C'est-à-dire que le bras Raoult, on donne pas la bonne posologie de ce que le professeur Raoult a proposé. On rappelle ce que c'est. On rappelle que c'est 600 mg et azithromycine. C'est 600 mg d'hydroxychloroquine, donc de plaquenil. Qu'il associe en plus avec un autre antibiotique qui s'appelle l'azithromycine. Et en plus, il le propose pour des patients avant qu'ils deviennent graves, parce que quand ils sont trop graves, ils n'ont plus de virus. Donc, ça ne marche plus. Et là, c'est sur que des patients graves. Donc, le bras hydroxychloroquine de Discovery, 1, il n'est pas dosé, assez dosé. 2, il n'y a pas la molécule associée. Et 3, ce n'est pas les bons patients. Alors c'est voilà. C'est histoire de dire que ça marche pas, c'est ça? Voilà, c'est pour tuer les Raoult. Voilà. Bon, alors évidemment tout le monde a compris. Maintenant c'est trop tard, hein, parce que même un journaliste de TF1 il a compris ça et il le dit. Il dit non, là les gars, vous avez quand même un peu poussé, c'est sûr, ça peut pas marcher parce que vous avez fait tout ce qu'il faut pour que ça marche pas. Bon. Alors, on peut parler de l'essai Covid rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. L'essai Covid, c'est la slide suivante. C'est un essai intéressant. C'est un essai français qui est mené par les gars du CHU d'Angers. Ils ont fait un bon boulot parce qu'ils sont partis sur 36 hôpitaux qu'ils ont associés à leur démarche. Là, il y a un vrai double aveugle contre placebo. Ça veut dire que personne ne sait ce que personne prend. Donc ça, c'est quand même dans les règles de l'art. Et ça se mérite. Ils ont décidé d'incorporer 1300 patients avec 650 dans le bras hydroxychloroquine et 650 dans le bras placebo. Donc là, il y a quand même un bel effectif. Le seul problème de l'essai Covid, c'est qu'ils n'ont pas associé l'azithromycine. Donc ils sont encore pas dans le travail de Raoult. On n'est pas en train. Mais c'est super dommage. Donc, on leur souhaite bon courage au CHU d'Angers pour e-Covid. Mais voilà, il en manque un bout. Alors, je reviens vite parce que je repense à un truc là. Le Discovery de nos amis de chez Gilead et AbbVie, il a démarré le 22 mars et ils avaient promis des premiers résultats 15 jours après. Le 15 jours après, c'était il y a 2 jours. Vous avez entendu parler des résultats de Discovery, vous? Non. Et en général, quand ils ne donnent pas de résultats, c'est qu'ils sont bien embêtés par ce qu'ils ont trouvé. Ça doit être une déroute absolument totale. C'est pas une surprise, puisqu'on le savait à la base. Bon. J'arrête de me moquer de Discovery, de toute façon, voilà. Il se moque de lui-même, de toute manière, mais bon. Alors, il y a d'autres essais comme ça. Alors, Raoult, pourquoi il est banni comme ça? Alors, Raoult, si tu veux, là maintenant, il faut parler de chloroquine. Arrêtons de tourner autour du pot, il faut parler de Raoult et de sa chloroquine. Faut parler de sa chloroquine, d'accord. Tu peux passer à 25, s'il te plaît, vous allez voir un truc amusant. Ça, les gens ne le savent pas. Voilà. Il s'est passé ça. Il s'est passé que le 13 janvier 2020, la Nivaquine, qui était le produit qui était en vente libre, le 13 janvier, donc il y a longtemps déjà, Agnès Buzyn l'a fait enlever des pharmacies de ville. On n'a tout d'un coup pas pu l'acheter en janvier, c'est-à-dire bien avant les histoires Raoult. C'est-à-dire qu'elle savait que
il se tramait quelque chose à l'IHU Méditerranée, qu'il allait y avoir probablement du buzz autour de la chloroquine, et elle nous a enlevé la Nivaquine qui était en vente libre en prétextant que c'était dangereux. Tu sais depuis combien de temps c'est en vente, la Nivaquine? 50 ans, je crois, un truc comme ça. C'est 70 ans, 49. 70 ans. 1949, on a bouffé des milliards de comprimés. Les gens qui partaient en Extrême-Orient, les gens qui partaient expat, les gens qui partaient en Afrique, les gens qui y habitaient. Avant que la chloroquinorésistance n'apparaisse, on a bouffé des milliards de comprimés de Nivaquine. Il n'y a absolument aucun problème avec cette Nivaquine. Et bien, cette Nivaquine a disparu. C'est quand même extraordinaire, non? Bon. On va passer à la suivante, et vous allez voir que là aussi c'est quand même assez scandaleux. 25 février, quand Didier Raoult nous montre une vidéo disant qu'il a trouvé la solution, à l'EMSIB on fait un post sur Facebook, et voilà ce qu'on obtient. On est caviardé, on est blacklisté, on est raturé en disant que notre information est fausse. C'est-à-dire qu'on a partagé les informations du meilleur virologue au monde, et les gens qui s'occupent de la bienséance de Facebook nous ont foutu ce calicot qu'ils ont enlevé au bout de 48 heures. Mais regardez un peu en France où on en est quand même. C'est quand même incroyable. Hein, bon. Donc, Raoult. J'ai perdu le fil parce que je suis en train de m'agacer. Donc, c'est depuis 49 en vente. Les stocks de la PHP, de l'Assistance publique hôpitaux de Paris, le professeur Perron nous a annoncé que ce qu'il y avait, ça a été volé. Bon. Donc, la plupart de la chloroquine et l'hydroxychloroquine a été volée et extrait des réserves de la PHP. Alors, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle il y a problème, c'est parce qu'on n'a plus d'hydroxychloroquine à donner en ville. Mais on va y revenir. Je voudrais qu'on parle d'une dame qui a hurlé sur tous les plateaux de télévision que c'était scandaleux, l'hydroxychloroquine, que le professeur Raoult, il n'y connaissait rien. Si tu veux bien envoyer la slide suivante. Voilà, cette dame, elle est professeure, chef de service à Saint-Antoine, elle est chercheure à l'INSERM, mais elle aussi, comme par hasard, elle déteste Raoult et sa chloroquine, mais elle aussi, elle est salariée de chez Gilead et AbbVie. Elle a touché quelque chose comme 35 000 € en 5 ans comme conseillère consultante pour AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck. Bon, et elle a même touché 50 000 €, on suppose, de contrats commerciaux avec ces mêmes firmes. Vous comprenez pourquoi elle est contre la chloroquine, parce qu'elle est quand même payée quand même grassement par des gens qui proposent des médicaments qui valent des fortunes en opposition frontale avec la chloroquine. Alors elle hurle que c'est pas un bon produit. Il faut savoir un truc rigolo. Vincent, on rappelle juste que les noms que tu as cités, Gilead, Merck, etc., ce sont aussi les bras des tests que tu as évoqués tout à l'heure, c'est ça? Évidemment. Oui, non, c'est important. Ce sont les labos qui fabriquent les produits du laboratoire de l'essai Discovery de l'INSERM. Donc, elle est à l'INSERM. Elle touche de l'argent des labos qui sont testés par l'INSERM. Et après, elle dit, ah ben non, on n'a pas le droit de tester autre chose. Mais vous vous rendez compte, c'est absolument hallucinant. Cette dame a touché donc des contrats commerciaux. Il faut savoir qu'à une époque, Marisol Touraine, quand elle était ministre de la Santé, elle avait dit, on va essayer de faire en sorte que les contrats commerciaux n'apparaissent pas sur le site transparence.gouv.fr qui montrait les liens d'intérêt que les médecins pouvaient avoir avec les firmes pharmaceutiques pour justement laisser des sommes astronomiques non visibles, sauf que ça a été cassé par le Conseil d'État, cette histoire-là. Donc, on finit quand même par savoir un peu de quoi Madame Karine Lacombe fait son 13e mois. Voilà, elle touche de l'argent des produits qu'elle autoteste avec l'INSERM. Alors, est-ce que c'est les rédactions, parce que c'est une question d'Hélène, pourquoi est-elle sur tous les plateaux télé? Est-ce que c'est les rédactions qui sont pressurisées pour avoir des porte-paroles comme ça? Alors, moi, je pense qu'à d'abord, elle est compétente, il n'y a pas de doute. En plus, elle est photogénique. Bon.
Donc ça, pour TF1, LCI, tout ça, c'est parfait. Elle est compétente et photogénique. Mais moi, encore une fois, que cette dame vienne nous parler Covid, je n'ai pas de problème majeur à ce qu'elle nous parle de maladies virales, puisqu'elle est, elle est infectiologue. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle apparaisse. Montre-nous la slide suivante. Voilà. Voilà. Cette dame apparaît ensuite avec les membres du gouvernement pour parler du Covid et des médicaments. Alors là, je suis désolé, mais encore une fois, il y a quand même des règles dans une démocratie comme la nôtre. Si tu veux bien passer la slide suivante, voilà, il y a des lois. Ah non, c'est pas ça. Attends, c'était celle d'avant. Celle d'avant, ouais. La 28, s'il te plaît, pardon. Voilà. Celle-là. Voilà. Celle-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit que voilà. Elle nous dit qu'il y a une loi qui dit qu'avant toute prise de parole, un médecin doit donner sa liste des conflits d'intérêts. Est-ce que vous entendez beaucoup Madame Karine Lacombe donner ses conflits d'intérêts avant de prendre la parole sur Discovery? Ben non. Donc vous voyez, la presse ne fait pas son travail. La presse ne respecte pas la loi. Et que derrière, le gouvernement laisse passer une représentante des firmes pharmaceutiques Gilead et AbbVie sur le plateau à côté du Premier ministre, c'est absolument intolérable. Bon. Et ça, je suis désolé, je ne suis pas le seul à être choqué, c'est intolérable. On va essayer d'avancer, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. On va parler de l'essai Raoult. Maintenant, si vous voulez bien, c'est la slide. Voilà. Alors, c'est la slide qui a mis le feu aux poudres. Pourquoi? Parce qu'elle est simple. Et puis parce qu'elle est, voilà, c'est comme un tube en musique. Hein, si vous mettez 4 notes qui suivent et qui sont bonnes, c'est parti, ça fait un tube mondial. Ben oui, il y a quoi? Il y a grosso modo 3 bras dans l'essai de Raoult, de ce qu'il propose. Il y a un groupe contrôle. Qu'est-ce qu'on teste dans cette histoire? On regarde sur un certain nombre de patients combien de temps ils gardent leur virus. Vous voyez que dans le groupe contrôle, on avait 16 patients au départ. Et on s'aperçoit qu'au bout de 6 jours, ils sont encore 13 à avoir gardé le virus dans leur nez, en PCR. Si on leur donne de la chloroquine tout seul, quand ils sont 14 au départ... C'est en rouge. Hein. En rouge. Donc le contrôle, c'est en bleu en haut. Voilà. Avec chloroquine seul, c'est en rouge. C'est en rouge. Ils sont donc 14 au départ dans cette étude et ils finissent à 6 au bout de 6 jours à avoir toujours du coronavirus dans le nez. Et puis, si on associe chloroquine plus azithromycine, alors là, la population de départ est 6, et au 5e jour, il n'y a plus personne qui a du coronavirus dans le nez. Bon. Et là-dessus, buzz. Mais buzz, désolé, mais buzz, vous avez vu, en vert, 6 personnes. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que le hasard ne peut pas avoir foutu ce truc en l'air complètement? Donc, derrière, évidemment que les gens qui veulent pousser des molécules à 1 000 € par jour, pour eux, c'est du pain béni. Puisque cette étude, elle est sur le plan factuel, elle est mal réalisée. Il aurait fallu, mais encore une fois, le professeur Raoult s'en fout complètement, il lui dit, moi je fais comme ça, puis vous débrouillerez. Mais s'il avait fait un travail exceptionnellement correct, où on n'aurait rien eu à dire, c'était plié. La chloroquine, tout le monde l'aurait. Il n'y en aurait peut-être pas chez tout le monde, mais on ne discuterait plus de savoir si la chloroquine est valable ou pas. Mais avec un truc pareil, 6 personnes, 14 personnes, 16 personnes, qu'est-ce qu'on peut déduire? Ben oui. Alors, évidemment, après, vous allez me dire, ah ben oui, mais il y a eu des essais à 80, il y a eu des essais chinois, il y a eu des essais de trucs. D'accord, il y a eu des essais de partout. Mais à chaque fois, les résultats sont discordants. Alors que si on avait fait un truc propre dès le départ, il n'y aurait pas de discussion. On aurait dit, ben voilà, je suis désolé, j'ai fait ça, c'est randomisé, double aveugle, machin truc. Et puis voilà le résultat. Mais Vincent, là, depuis le début de cette polémique, si j'ose dire, il y a eu des résultats. Maintenant, on voit qu'il y a eu des milliers et des milliers de cas. En tout cas, à Marseille, c'est publié en tant que tel et on voit la mortalité, on voit la charge virale, on voit plein de trucs. Alors, ça y est, ça sort. Oui, ça sort, mais encore une fois, on va y revenir tout à l'heure, tu vas voir qu'à chaque fois qu'un truc sort, il est un peu ou très boiteux. Mais quand c'est un peu ou très boiteux, pour un scientifique, je te rappelle que je viens de l'EMSIB, médecine scientifique indépendante, scientifique. Ouais. Donc, chez nous, il y a des scientifiques qui disent, non mais les gars, vous allez quand même pas vous enflammer pour des trucs qui valent 0. Vous me sortez ça dans votre copie d'étudiant, je vous fous 0, moi.
Tu vois? Bon. Ouais. Oui, Alors, mais en attendant, quand on parle de bienveillance, puisque ça fait partie du lieu, et voilà le problème, tu as tout voilà. compris. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça que tout le monde s'échappe partout et les gens qui iront voir sur nos sites, verront nos blogs, eh ben, c'est la foire d'empoigne entre les scientifiques et les bienveillants. Le bienveillant va te dire, bah ouais, la preuve est faible. Mais si je fais rien, la preuve, je fais quoi si j'ai Ouais. 15 morts tous les 100 vieux? Qu'est-ce que je fais? Ouais. J'aurai leur mort sur la conscience. Et ils ont raison. Mais le scientifique va te dire, ah bah, t'en auras peut-être plus si tu donnes l'association des deux, parce que tu risques de déclencher peut-être des trucs qui seront liés à la molécule. Et puis voilà. Donc tu vois, si on avait fait des essais dès le départ impeccables, il n'y aurait jamais eu d'histoire. Bon. Maintenant, à chaque fois qu'une étude sort, on dit ah ben regarde, ça donne de l'eau au moulin des Antilles ou des pro-Raoult. Mais on va durer comme ça jusqu'à l'été. C'est tristissime. Oui, en plus, il y a des mauvaises informations qui courent en plus en Alors, disant que la alors, chloroquine, ça donne des troubles cardiaques et voilà. il y a eu des morts là-dessus. Alors, Ouais. moi je me souviens, j'ai pas Hum. j'ai pas sorti les vidéos. Olivier Véran nous dit ah ouais, attention, on a un mort par la chloroquine. Ouais, mais Oui. il l'a avalé. Il a bouffé du phosphate de chloroquine, c'est pour nettoyer les aquariums, le gars. Ouais, c'est ça. C'est Bon, et ça. qu'est-ce qu'on vient nous emmerder avec l'hydroxychloroquine et qui se prend en milligramme par milligramme, on fait vachement attention. Le gars, je sais pas, il voulait peut-être mourir, ou voulait se nettoyer peut-être un peu son intérieur. Il a bouffé Détox. Ouais. oui, il s'est bien détoxifié, il a bouffé du produit pour nettoyer les aquariums. Mais on se fout de qui? Pourquoi est-ce que notre ministre de la Santé, médecin en plus, vient colporter des, 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 des horreurs pareilles? C'est hallucinant. Bon, on va avancer. Sur la slide suivante, je voudrais vous montrer des choses. Voilà, je pense que c'est plus très visible. C'est tous les médicaments qui donnent des troubles du rythme analogues à l'hydroxychloroquine. Est-ce que vous croyez qu'on fait des électrocardiogrammes à tous ces gens-là? Quand on les met, par exemple, sous Zitromax, parce que c'est quand même le traitement de référence de l'angine, il y a là-dedans, il y a des antipsychotiques comme le Leponex, il y a des antinauséeux comme le Motilium, il y a l'aldol qu'on donne pour les antipsychotiques en correcteur, vous avez des antifongiques, vous avez des antibiotiques, vous avez la méthadone. Est-ce que vous croyez qu'on fait des électros aux gens à qui on va filer de la méthadone? Jamais de la vie. Donc, ce procès contre la chloroquine qui donne de l'allongement, enfin des troubles du rythme cardiaque sévères, ça gonfle tout le monde. La chloroquine, elle est donnée à des petits vieux qui sont ou des petits vieux, pas forcément des petits vieux, mais des gens super malades, des gens qui ont des lupus ou des polyarthrites. Je peux te dire que ceux-là, ils sont fragiles. Et on leur donne du plaquenil, parfois même avant même d'avoir fait un électro, parce qu'ils sont super malades. Donc, ce procès de l'allongement du QT, oui, il y a une vérité sous-jacente, mais c'est le boulot des médecins, y compris des médecins généralistes, de savoir dépister qui ne peut ou pas prendre de l'hydroxychloroquine. Le problème, il est réglé aujourd'hui, hein, il est archi réglé, puisque si tu veux bien, on va suivre le conducteur, ça va être plus simple pour Nathan. Tu peux passer à la slide suivante. Non, normalement c'est la 32. Attends, voilà. c'est là? 32, t'as pas la liste des pays? Oui, pardon, j'ai été trop vite. C'est celle-là. Voilà. Bon. Donc, les querelles franco-françaises, partout dans le monde, tout le monde s'en fout. Voilà, toute la liste. C'est peut-être même pas un jour, parce que j'ai fait la liste il y a 3-4 jours. C'est toute la liste qui a décidé que, bon, on va laisser les Français s'étriper. Nous, on prend Belgique, Italie, Suisse, Corée, Russie, Sénégal, etc. Bon. Donc, voilà. En France, on n'a pas le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, alors que l'étude encourageante, mais pas formidablement terrible sur le plan pratique, est française, et ben nous, on n'a pas droit en ville d'utiliser ça, mais regardez ce qui se passe dans les autres pays du monde. On parle beaucoup. L'avis du Conseil d'État, je crois qu'on doit l'avoir quelque part. L'avis du Conseil d'État, on va rester sur la suite, sinon il va se tirer une balle d'un temps. Donc, l'hydroxychloroquine, voilà, en France, on en est là. Il y a un truc qui est intéressant, c'est de se dire, mais attendez, la chloroquine, la nivaquine, il y a plein de pays qui le consomment en permanence en prévention du paludisme.
Alors, il y a un gars intelligent qui s'appelle Patrick Grimbert, Grumberg. Je vous laisse aller chercher. Il a dit, bah, tiens, je vais regarder tous les pays qui bouffent de la Nivaquine et je vais regarder s'ils sont très atteints par le Covid. Et en fait, il se rend compte qu'il y a vraiment très, 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 très peu de Covid dans ces pays qui consomment de la chloroquine en permanence et très, 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 très peu de Covid grave chez les gens qui consomment de la Nivaquine en permanence. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort. Ça va bien dans le sens des présciences du professeur Raoult. Je voudrais vous montrer à la suite. Tu peux passer à la slide suivante, là. Voyez la slide suivante. Non, c'est pas celle-là. C'est celle sur le bleu de méthylène. Est-ce que tu l'as trouvé? Bleu de méthylène. Bien dur. C'est celle-là. Voilà, c'est celle-là, c'est parfait, c'est ça. Voilà. Donc celle-là, alors extraordinaire. Ça, c'est un truc français. C'est une belle collaboration parce que c'est un travail entre un chimiste exceptionnel qui est le professeur Marc-Henri, qui vient de Strasbourg, et le docteur Laurent Schwartz, qui doit être un Strasbourgeois d'origine, si je me souviens bien, qui lui est cancérologue. Et Laurent Schwartz, lui, on le connaît un tout petit peu parce qu'on l'a vu, il était venu présenter ses travaux au début le premier jour de l'EPSIB, et il cherche des solutions naturelles pour traiter les cancers. Et alors, ils ont un travail en cours qui associe l'acide alpha-lipoïque, de l'hydroxycitrate et du bleu de méthylène. Et en fait, le bleu de méthylène, c'est quasiment de la chloroquine. Et alors, ils se sont rendus compte qu'ils ont quand même 2500 patients qui sont atteints de cancer plus ou moins grave. Et incroyable, il n'y a pas un seul malade chez les gens qui sont sous bleu de méthylène. Alors, ils ont fait cet article. Mais vous vous rendez compte de la portée de ce truc? Bon, c'est des trucs à 2 balles, ça. L'acide alpha-lipoïque, l'hydroxycitrate et les bleus de méthylène, rien du tout. Alors là, pour le coup, ça va être difficile de nous empêcher de consommer du bleu de méthylène. Mais vous allez voir que dans l'article, il n'y a pas les posos. Évidemment, pour éviter que les gens fassent absolument n'importe quoi, en disant vas-y que je me prends du bleu de méthylène 1 litre par jour et je vais pas me payer. Bon. J'appelle ça oxyde toxique, on le sait. Mais oui, mais encore une fois, il faut faire attention. Donc, parler du bleu de méthylène, c'est important parce que c'est peut-être une piste phénoménale. Mais attention, ne faites pas n'importe quoi avec du bleu de méthylène. En tout cas, allez lire cette étude. Alors, on arrive tranquillement sur la fin. Tranquillement, c'est le mot est un petit peu faible. Mais alors, on a vu, on a répertorié énormément de choses, d'analyses, de révélations très très intéressantes. Mais effectivement, tout le monde va dire, mais pourquoi moi j'ai pas accès à la chloroquine chez mon médecin généraliste? C'est une très bonne question. Eh bien, je peux te dire que j'avais le texte de loi, il doit être quelque part, et le Conseil d'État, il y a 2 jours, a confirmé le texte de loi. C'est-à-dire que des requérants sont allés porter plainte au Conseil d'État en disant c'est scandaleux, je veux être soigné, je veux que mon médecin généraliste m'aide. Il y a énormément de pétitions qui circulent, on va en reparler tout à l'heure. Douste Blazy a une pétition qui est partie, qui fait beaucoup de signatures. On va en voir une autre que j'ai signée. Mais oui, nous, on est vent debout, c'est insupportable. Nous, on est médecins, on sait faire ça. C'est notre métier, ça. En notre âme et conscience de savoir si on peut ou on ne doit pas donner un médicament en fonction de l'état ou du pronostic des gens. C'est notre boulot. C'est insupportable qu'on nous ait enlevé ça. Alors, on va parler peut-être de la suite avec Dr Ménard et toi. Alors, là, on arrive maintenant dans les solutions possibles pour demain. C'est-à-dire que là, on a vu Discovery qui va probablement accoucher d'une souris, à moins que le bras qui est l'atra interféron nous sorte un truc miraculeux, mais comme de toute façon, ils sont miraculeux, ils sont pas du tout miraculeux séparément. Bref. Alors, on a plusieurs pistes. On a une piste française, une piste qui, moi, me navre, c'est la piste de Camille Locht, qui est un INSERM aussi, qui est de l'Institut Pasteur à Lille, et qui, de toute façon, veut ressortir le BCG. Il veut ressortir le vaccin contre la tuberculose. Alors, pourquoi je vais pas bien quand j'entends ça? C'est que, en fait, ce qu'on ne sait pas... Attends, on n'en est pas là.
Le BCG, je crois qu'on n'avait pas mis de slide. Non, c'est pas grave, dis-le, vas-y. On n'a pas mis de slide. On ne sait pas ce qui marche en fait dans le BCG, parce que la bactérie de la tuberculose, elle est cultivée sur de la bile de bœuf. Et on ne sait pas si c'est pas la bile qui marche plus que le bacille de Koch qu'il y a dans le BCG. C'est pas du tout une connerie, parce que ce que font actuellement les Chinois, et ça révulse le monde entier, ils ont capturé des ours et ils récupèrent la bile d'ours sur des animaux encagés, paraît que ces animaux souffrent le martyre, et eux, ils considèrent que c'est la bile et pas le bacille de la tuberculose qui soigne. Donc, déjà, l'idée d'utiliser, de ressortir des placards un vaccin qu'on a quand même enlevé de la vaccination obligatoire des enfants tellement il marchait pas et il avait des effets secondaires, il faut quand même le dire et le répéter, le BCG a été un produit français abominable. Bon, tout le monde entier le sait. La Suède a arrêté très vite d'utiliser le BCG et les États-Unis, ils l'ont jamais utilisé. Bon, ils n'ont jamais eu plus de tuberculose que nous. Donc ce produit était une cochonnerie. Alors régulièrement, il ressort des tiroirs. Dernière chose importante sur le BCG. Je vous rappelle je vous rappelle pas parce que les gens ne s'en souviennent peut-être pas, mais quand on faisait un BCG avant, on faisait un test tuberculinique pour vérifier que le gars il n'était pas déjà atteint par la tuberculose. Bah oui. Sinon, sa tuberculose, elle explosait. La cutie. Voilà. Bon, alors donc, si on prend pas garde, si on s'amuse à injecter du BCG à des gens qui sont en train de préparer, d'incuber un coronavirus, on va peut-être se retrouver avec des résultats mais catastrophiquissimes. Alors je passe, parce que je savais qu'on n'allait pas avoir le temps, j'ai failli vous mettre Monsieur Camille Loct avec un sbire de Paris parler des prostituées en Afrique, comment on va les prendre parce que elles mettent pas de gants, elles prennent pas de masque et puis elles prennent pas de préservatif. Alors on va essayer le BCG sur ces femmes-là. Enfin, ça a fait un bins, ça a été. Ils ont eu des plaintes du monde entier, de toute l'Afrique, bien fait pour eux. Ces gens-là n'ont aucune espèce d'éthique scientifique. C'est abominable. J'ai honte de ce que j'ai entendu dans la bouche de Camille Loct sur on va utiliser des prostituées d'Afrique noire parce que ça va aller plus vite, comme ça nous évitera les procès. J'ai honte. Bon. Tu veux qu'on parle d'autres solutions ? Oui, on va avancer un petit peu plus parce que là, on va arriver dans quelques minutes à la fin. Ouais. On parle de vitamine C, tu veux ? Vitamine C, il n'y a pas de slide. C'est simple, c'est rapide. La vitamine C, en France, c'est interdit. La vitamine C injectable haute dose. Hein. Donc, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Si, ça marche sûrement. C'est la slide orthomoléculaire, c'est la 34. La 34, c'est pour vous illustrer, vous voyez, un portoricain, un médecin portoricain, qui vous dit que comme ça marche sur tous les virus. Alors, à Porto Rico, ils n'ont pas beaucoup de sous. Ils n'ont pas des antiviraux à 1 000 € par jour. Donc, eux, ils ont des produits naturels et ils les poussent à fond. Donc, c'est pas étonnant qu'à Porto Rico, ils utilisent la vitamine C à très grosse dose pour traiter des maladies gravissimes. Je vous rappelle que c'est pas parce que c'est un produit naturel que ça marche pas. Hein. Un de mes papis d'amour, c'était René Quinton. On traitait le choléra avec de l'eau de mer. Hein. Donc, vous voyez, et ça marchait. Bon. Donc, pourquoi la vitamine C marcherait pas contre les virus ? C'est aussi stupide. Donc, c'est aussi stupide de dire que ça marche pas. Un Américain qui a écrit pareil. Hein, moi, si on me refuse la vitamine C, moi, je l'attaque. Voilà. Donc, et je vais gagner. Bon, on passe à la suite. Ouais. Peut-être les solutions en dernier. Alors, les herbes chinoises, moi, ça m'amuse qu'on dise les herbes chinoises, ça peut pas marcher. Voilà, vite, je vous montre l'article slide 35. C'était l'article qu'on avait sorti avec Eric Mena, qui vous dit globalement, c'est pas compliqué. La guerre du Vietnam, elle a été gagnée avec une herbe chinoise. Hein, pourquoi le Viet Cong mourrait plus de la malaria dans la jungle ? Tout simplement parce que une herbe chinoise qui aujourd'hui est utilisée partout par toutes les grandes firmes du médicament, l'artémise, l'armoise, Artemisia annua, voilà, maintenant on traite le choléra, le paludisme de manière absolument remarquable. La slide suivante, c'est vous montrer un article qui est paru plus récemment chez Elsevier. C'est pas une bibliothèque que j'adore, mais bon, enfin voilà. Donc ça vous montre que c'est quand même, on continue à travailler sérieusement.
On va vite. Ouais. La slide suivante, c'est la quercétine. C'est un flavonoïde, c'est un produit naturel qu'on trouve dans l'oignon, qu'on trouve dans les capres, qu'on trouvera jamais en quantité suffisante Mm. dans la bouffe. Donc, il faut les extraire. Et le professeur Michel Chrétien, que vous voyez là, qui est chef de service de recherche clinique à Montréal, s'était mis en relation avec le laboratoire de microbiologie de Winnipeg. Et ils ont trouvé un traitement préventif et curatif contre Ebola et Zika. Donc, Chrétien est parti avec des centaines de kilos de quercétine en Chine pour tester sa quercétine contre le Covid. La vitamine D, on avancera très vite là-dessus, évidemment. Évidemment que la vitamine D est un apport phénoménal. La vitamine D, vous en avez besoin tout l'hiver. T'étais où? Là, tu es où? Eh ben, j'avance. Je suis sur la numéro 5 de ton déroulé. Du chapitre 9, du chapitre 10. Verset 4. C'est juste après la tête de Monsieur Chrétien, d'accord? Voilà, c'était là. Voilà. J'ai accéléré, parce que vraiment, là, voilà. Il faut qu'on parle des vaccins, quand même. Bon, vitamine D, on ne peut pas, au nord de la Loire, fabriquer de la vitamine D normalement, parce qu'on n'a plus les UV du soleil. Donc, si vous ne vous supplémentez pas, et là, Michel Delorgerie est d'accord, si vous ne vous supplémentez pas du 15 septembre au 15 mai, au-delà de la Loire, au nord de la Loire, vous êtes en carence de vitamine D. Si vous êtes en carence de vitamine D, votre système immunitaire sera défaillant à la fois sur la sphère cancéreuse et à la fois sur la sphère infectieuse. Donc, et puis pour le reste encore, pour la gestion du stress, etc., c'est une hormone, quasi-hormone. Donc, la vitamine D3 doit être utilisée tous les ans, 6 mois par an, au nord de la Loire, par des doses assez fortes. Et là, aujourd'hui, on préconise à peu près 4 à 5 000 unités internationales de vitamine D3 par jour. Et vous encombrez pas avec des formes trimestrielles. Elles n'ont pas de qualité substantielle. On ne sait absolument pas ce qui se passe au bout d'un mois. Si ça se trouve, votre foie aura démonté toute la vitamine que vous aurez avalée parce qu'il y en aura trop. Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Il faut prendre de la vitamine D3 tous les jours. On attaque dans le vif du sujet? Ouais. Tu veux qu'on parle de vaccin? Ça sera les 2 points de conclusion parce qu'il faut qu'on avance. Oui, bon, on va aller très vite. Ouais. Les vaccins, c'est simple, c'est la slide d'après. Il faut fixer les esprits. C'est la slide. C'est la slide. C'est la. Avec Michel? Non, bah merde, où est-ce qu'elle est partie celle-là? Vous l'avez pas. Bon, alors je vais vous la. Si, Santé publique France, vous l'avez forcément. Santé publique, bon, tant pis. Allez, alors, rapide. Combien on est sur la planète? 7 milliards et demi d'hommes. Combien il y a de malades aujourd'hui? Il y a 3 jours, on était 1 million de malades. Et on avait, grosso modo, 50 000 décès sur la planète. Reprenez ça, revoyez bien. Si on veut chercher un traitement curatif, on va traiter que 1 million de personnes, puisqu'il y a eu 1 million de malades. Donc, on va donner 1 million de traitements. D'accord? C'est ça le principe du traitement curatif. C'est-à-dire qu'on va attendre que les gens sont malades, mais comme on a le traitement qui marche bien, on va traiter les gens malades et ils vont guérir. C'est ça le but du traitement curatif. Le but d'une entreprise pharmaceutique qui veut faire de l'argent, elle va penser à l'envers. Elle va dire, il est hors de question qu'on fasse des efforts surhumains pour trouver un traitement curatif. Puisqu'il y a 7 milliards et demi d'êtres humains sur la planète, on va essayer de vendre à 7 milliards et demi d'êtres humains tous les ans un vaccin contre le Covid. Vous voyez un peu la perversité de l'affaire. Et si vous croyez que je suis conspirationniste, je vous donne lecture de ce qu'a écrit Bill Gates, de ce qu'a dit Bill Gates dans The Daily Show la semaine dernière et qui est repris dans le Figaro de ce matin. Il a dit: et la seule chose qui nous permettra de revenir à la normale, au-delà de toutes les mesures prises dans les prochains mois, c'est de créer un vaccin. Mais si l'on veut créer une immunité générale, ce vaccin devra pouvoir être distribué dans le monde entier, soit auprès de milliards de personnes. C'est-à-dire que vous voyez arriver Bill Gates, il fait la pluie et le beau temps à l'OMS. C'est lui qui paye 10% du budget de l'OMS.
puisque les États ont plus de sous, c'est lui qui a pris les commandes. Donc, quand il vous dit il va falloir des milliards de vaccins, il n'est pas du tout en train de vous dire que ça va être des vaccins optionnels. Il faut bien lire. C'est-à-dire que si on est en train de nous expliquer qu'il faut vacciner un certain nombre de gens pour protéger les autres, c'est l'éternelle histoire de pour éviter la rougeole, il faut 97,5% de personnes vaccinées. Regardez-le venir, lui. Hein, il dit qu'il faut qu'il y ait des milliards de vaccins distribués. Ça veut dire que ça va être, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, ça va être ça, l'histoire. Donc méfiez-vous, parce que c'est pas pour cette année, mais ça pourrait être pour l'année prochaine. Bon, alors, on va avancer très vite parce que... Bon, là, il faut qu'on clôt. Ouais. Il faut clore. Je voudrais qu'on clôture sur Eric. D'abord sur Michel Delorgeril, c'est la 39. Voilà. Michel a dit quoi cette semaine? Il a dit stop. Et on veut un essai clinique indiscutable. Tant qu'on n'aura pas cet essai, on va s'étriper les uns les autres. Tout le monde a des bonnes raisons de réclamer un essai impeccable. Tout le monde a des bonnes raisons de réclamer de la chloroquine pour ses patients. Moi, je suis médecin généraliste, j'ai besoin de chloroquine parce que je pense que c'est une perte de chance quand je ne lui donne pas à des gens qui sont très à risque. Je voudrais que tu passes à la slide suivante. C'est Eric Mena qui a lancé une pétition. C'est pas compliqué, c'est pétition-chloroquine.fr. Vous tapez que ça et vous avez direct, vous arrivez sur la pétition. Alors, comme ce soir, tu as évoqué beaucoup de pistes, toutes les solutions qu'on pouvait attendre de ce webinaire n'ont pas été données effectivement parce que le protocole d'Eric Mena que tu connais parfaitement, le protocole de traitement et de prise en charge naturelle d'accompagnement du Covid est donné. Donc, si vous voulez le retrouver, c'est pour ça qu'on a préféré axer ce webinaire sur des révélations, sur de la transparence, sur tout ce qui a été donné, parce que vitamine D, le zinc, l'argent colloïdal, enfin tout, il y a énormément de choses à la bonne alimentation. Aromathérapeute. Eric n'a pas besoin de moi, je ne suis pas son porte-voix. Eric, il connaît ça par cœur. Moi, j'essaye de vous apporter des choses plutôt macroéconomiques, macro-santé. Si on rentre dans le détail, d'accord, mais on va mettre 10 heures. Hein. Donc, oui, c'est ça. Il est déjà 47, il faut vraiment qu'on aille très vite. Un dernier mot, juste pour vous dire que j'ai quand même un espoir, parce que c'est la slide, la belle voix, c'est la 42. Ça, voilà, c'est un président de conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Charente. En général, ils ont le petit doigt sur la couture du pantalon et il n'y en a pas un qui moufte au conseil de l'Ordre. Il n'y en a pas un qui dit différemment que le ministère de la Santé. Jamais. Et quand le ministère de la Santé réclame qu'une directive soit donnée, ça redescend par les conseils de l'Ordre. Et le premier qui fait qui joue sa petite musique à part, il a soit un procès, soit il est convoqué, etc. Il faut savoir que c'est comme ça en France. Voilà ce qu'il écrit, lui. Il est nécessaire de passer d'une médecine se disant scientifique, faite de protocoles contraignants et de conduites à tenir reposantes, à une médecine individualisée marquée par le dévouement, l'humanité, l'innovation. Il n'est pas éthique de laisser mourir des malades au prétexte de la nécessité d'avoir des résultats prouvés sur des études passées. C'est-à-dire que Michel Bacard, que je ne connais pas, ce docteur, ce président de conseil départemental, s'est affranchi des discours officiels et lui, il reprend sa liberté de médecin. Et bien, ça me fait du bien. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on est vraiment beaucoup parlé. Voilà. Alors, comment dire, merci mille fois parce que c'était passionnant, engagé. Désolé, j'espère que les gens se sont pas lassés. Non, mais il n'y a aucune défection. Il y a eu énormément de monde, énormément de questions qui sont passées, mais surtout ça ne souffrait pas beaucoup de questions parce que c'était un propos de transparence et d'illustration d'une certaine forme de vérité et de révélation. C'est ça qui était le plus important. Et merci pour cela. Alors effectivement, pour les solutions, il y a les pistes de Dr Mena. Il y a plein de pistes qui sont possibles à développer sur la thérapeutique et la prise en charge. Donc merci pour ces révélations, pour ce moment incroyable et j'espère qu'on va en sortir assez rapidement quand même et dans les meilleures conditions possibles. Merci de m'avoir supporté, Frédéric. Merci Nathan qui est derrière ces manettes. Vous avez été très gentil de m'accueillir. Avec plaisir pour la sortie du confinement, on en reparlera avec plaisir. Merci à toutes et à tous, prenez soin de vous et les gestes barrières évidemment et le masque si vous sortez sans problème. Allez, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup à toutes et à tous, pardon. Au revoir.